dès mes 10-11 ans, j'avais des pensées suicidaires et j'avais pas envie de vivre, quoi. J'étais accro à l'effet des médicaments, tu vois. D'accord. Quand j'étais ado, j'avais D'accord. accès aux médicaments. Je suis même pas sûre que ma mère sait ça, en fait, pour te dire. Et du coup, je prenais des anxiolytiques jusqu'à perdre connaissance dans mon lit, quoi, tu vois. Je me suis bougé le cul. Et ça aussi, c'est hyper important de le souligner, c'est que je me suis bougé le cul. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que là, je parle de mon cas, mais dans tous les cas, quand tu veux te sortir de quelque chose, à un moment donné, il faut te faire violence. Tu es passé par toutes ces phases-là, et aujourd'hui, tu me dis, j'aime tellement vivre. Ouais. C'est super. Alors que je pensais vraiment pas que ce soit possible un jour, quoi. J'ai déjà le sourire. Moi aussi. C'est vrai ? Ouais, je suis hyper contente. Ah, mais je suis trop content aussi. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'ai à cœur d'avoir dans ce podcast depuis très longtemps. Quelqu'un que je connais depuis des années, qui est diététicienne, qui est une grande sportive, triathlète en particulier, et qui est une personne qui, humainement, me touche en plein cœur depuis que je l'ai rencontrée. Elle a un parcours atypique. Évidemment, c'est pour ça qu'elle est dans Inspire aujourd'hui. Et puis, on a des emplois du temps et des vies qui font en sorte qu'on ne peut pas se voir, donc pouvoir se poser là pendant tout le temps dont on a besoin pour pouvoir revenir sur ce podcast. Ça me touche profondément. Nouchka, comment ça va ? Eh ben, ça va super, je suis vraiment contente d'être là. Depuis le temps qu'on dit qu'il faut qu'on se voit et puis qu'on fasse une vidéo ensemble, c'est l'occasion. Donc je suis hyper contente d'être là. Merci pour l'invitation. C'est surtout moi qui te remercie du temps que tu me donnes, surtout en ce moment, parce que je sais que chaque minute est comptée. Donc je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir le temps de se poser. Je te réexplique le concept de Inspire, même si je t'en ai déjà parlé. Ce podcast vraiment s'articule autour du mot Inspire. Chaque lettre, on va l'utiliser comme un paragraphe de ta vie, en quelque sorte, qui va nous permettre de revenir sur tout ton parcours, que ce soit évidemment sportif, professionnel, mais aussi personnel, parce que j'ai à cœur qu'on puisse aussi te découvrir sur d'autres facettes. Est-ce que tu as des questions à me poser avant qu'on commence ? Non, j'ai pas de questions, on peut y aller. C'est vrai, t'es focus là. La petite gimmick, c'est que avant qu'on commence, je vais te demander d'inspirer profondément. C'est une manière aussi assez spirituelle de se mettre dans la vibe. Je lance le jingle et on est parti pour le podcast. Ready ? On inspire ? Manouche. Eh ben oui, il faut qu'elle s'appelle Manouche quand même. C'est la base pour les gens qui savent pas. Moi, c'est Manouche. C'est pas Nouchka, c'est Manouche. Je t'ai demandé de préparer pour le I de initial, le premier paragraphe de ce podcast, de me trouver 2 mots qui représentent tes initiales, donc le N et le S. Tu m'as dit en off, parce qu'on est complètement transparent, que tu avais galéré un peu. Ouais, j'ai galéré. Franchement, j'ai passé 1 heure à trouver. Bah oui, va chercher les mots en N et en S, c'est pas forcément évident. Moi, je te mets au défi direct. Voilà, c'est plus facile quand t'as un A, je pense, dans ton prénom. C'est vrai. Mais ouais, du coup, j'ai cherché, j'en ai trouvé 2 qui me parlent. Super. Pour le N, alors ça va peut-être pas forcément, tu vas peut-être pas forcément comprendre pourquoi j'ai trouvé ça. Tu vas nous expliquer, c'est pas grave. J'ai choisi le mot nébuleuse. Ok. Tu vois ce que c'est une nébuleuse ? Vas-y, explique-nous. En gros, c'est un amas de gaz et de poussière dans l'espace qui reflète soit la mort d'une étoile, soit la naissance d'une nouvelle étoile, justement. Et je trouvais que ça me représentait bien parce que c'est un phénomène qui est pas trop bien compris encore. Comme moi, parfois, je me comprends pas encore. Et j'ai plein de sous-couches, en fait, plein de personnalités des fois. Mais c'est pour ça que t'es là, parce qu'on va les creuser un peu, ces sous-couches, ouais, tu vois. Donc, voilà. Et puis, en fait, ça reflète bien ma vie aussi, je trouve qu'il y a un peu, alors je suis jeune, ok, j'ai pas encore une longue vie derrière moi, mais assez pour déjà avoir, je pense, 2 vies dans une vie, tu vois. T'as du vécu, c'est clair. Le moment où, c'est pour ça que nébuleuse, ça me parlait, parce que le moment où j'ai l'impression d'avoir, tu vois, d'être morte puis d'être à nouveau, d'être à nouveau née. Donc ça me parlait particulièrement. Puis voilà, je trouve ça un peu magique, fantastique, j'aime incompris, tu vois. Enfin, j'aimais bien cette image-là. En plus de tout ce que tu viens de dire pour nous l'expliquer, et par rapport à tout ce dont on va parler pendant ce podcast, les gens vont comprendre, tu vois, pourquoi tu as choisi ce mot, parce que je trouve que la naissance, la renaissance,
la mort, la renaissance, tout ça, tout ce que tu viens de mentionner, ça te représente énormément. Donc c'est joli, moi j'aime bien ce début, Voilà. C'est top. Et le S? Le S, j'ai choisi spontané parce que moi je suis quelqu'un qui fait un peu les choses, alors pas à l'arrache, mais sur un coup de tête, tu vois. Okay. Si j'ai une idée de projet en tête, il faut que ce soit fait demain, quoi. C'est vrai. J'ai beaucoup de mal avec, je suis pas patiente, ouais. Et j'aime pas non plus les cadres, tu vois. J'aime dépendre que de moi. C'est pour ça la spontanéité, ça me parle. Okay. Si j'ai un truc qui me vient en tête, faut que ce soit fait tout de suite. Okay. Et je suis comme ça un peu dans tout dans ma vie. J'aime bien l'imprévu. J'aime bien aller là où je veux aller, que ce soit justement spontané, quoi. Alors c'est intéressant parce que malgré le fait que, et on va y revenir pour les gens qui ne te connaissent pas encore, tu as besoin d'une structure dans ta vie par rapport à ton métier et par rapport à ton sport, donc que les choses soient assez cadrées. Est-ce que tu arrives à garder ce caractère spontané même dans ta vie professionnelle ou c'est plus compliqué? Je suis pleine de paradoxes, hein, tu vois. Ouais, j'aime bien. J'aime le cadre et en même temps, je le déteste. Je l'aime parce que c'est ce qui m'aide à me restructurer, à me recentrer, etc. Et en même temps, j'aime aller là où je veux, tu vois, vagabonder un peu. Donc, je trouve que j'ai trouvé un juste milieu. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'en en parlant comme ça, c'est un peu paradoxal. Tu vois, mais t'inquiète, je vais te mettre plein de paradoxes devant les yeux. C'est trop cool. Mais en tout cas, c'est top parce qu'effectivement, te connaissant un petit peu, je suis pas forcément surpris des deux mots que tu as choisis, même si le premier, bah, écoute, tu nous l'as appris et tu nous l'as défini, ça c'est génial. Mais ouais, spontané, ça te représente bien. Merci beaucoup pour ce début, j'adore. On passe au N de naissance, parce que évidemment, c'est un chapitre qui est toujours intéressant. On veut savoir qui tu es, d'où tu viens et quels sont tes premiers souvenirs de vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts et de tes origines ? Oui, alors moi je suis née dans une famille recomposée, donc mon père avait déjà une fille de son côté et ma mère avait un fils et une fille de son côté qui sont tous plus grands que moi, bah oui, par définition, ils sont plus grands que moi, mais beaucoup plus grands, enfin quand je dis beaucoup, c'est voilà, ils ont à peu près 10 ans de plus que moi. D'accord. Donc je suis arrivée dans cette famille recomposée. Mes frères et sœurs étaient plus grands que moi, puis c'était un peu particulier parce que ma sœur du côté de mon père, on ne la voyait pas. D'accord. Donc on la voyait pas. Moi, je l'ai vue quelques fois quand j'étais petite, mais j'ai pas de souvenir. Je l'ai rencontrée plus tard, après, il y a quelques années. D'accord. Et puis mon frère et ma sœur du côté de ma mère, donc Jules et Victoria. Ma sœur du côté de mon père, c'est Léna. Et du côté de ma mère, Jules et Victoria, même s'ils avaient 1 an d'écart, eux, et qu'avec moi, ils avaient presque 10 ans d'écart, ils m'ont tout de suite aimé, ils se sont occupés de moi, etc. T'as été chouchoutée ? Ouais. Okay. J'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance. T'as grandi où ? T'es née et t'as grandi où ? Je suis née à Metz. Ok. Donc dans le 57, RPZ. Représente le 57, évidemment. Voilà. Mais quand je vois les photos et quand ma mère me raconte, j'étais une petite fille hyper joyeuse, déconneuse. Je faisais des spectacles avec des marionnettes quand j'avais 3 ans dans le jardin de ma grand-mère. Okay. Je souriais tout le temps. Ma mère aime bien me raconter des histoires. On rentrait de vacances dans la voiture et vu que j'avais trop le somme de rentrer, je gardais mes lunettes de piscine pendant le trajet dans la voiture. J'adore cette anecdote. Pendant 10 heures de route et tout. Ouais, j'étais une petite fille qui était pleine de vie, qui adorait rigoler, faire rire. J'ai fait beaucoup rire ma famille, mes parents. Enfin, voilà, quand je vois les photos, j'étais une grosse déconneuse. Okay. Donc ce que je retrouve aujourd'hui, maintenant plus tard. Bien sûr. Donc voilà, j'ai ce souvenir-là d'être une petite fille hyper joyeuse, qui rigolait tout le temps, qui avait un petit caractère quand même. Et que j'ai eu une bonne enfance quand même. J'ai été élevée pas... Comment dire ? J'avais ce qu'il fallait, quoi. Ouais, voilà. Même malgré le fait que, comme tu l'as expliqué, tu viens d'une famille recomposée, t'avais tout ce dont un enfant avait besoin pour évoluer sur ses premières années de manière saine et dans l'amour. Ouais, exactement. Trop bien. Et évidemment, on va parler de ce passage-là aussi dans naissance, dans tes premières années. Tu grandis, on avance un petit peu dans les années, dans un on va dire, un caractère un peu plus conflictuel entre tes parents. Et ça te plonge un petit peu dans des périodes difficiles, on va dire, de ta jeune enfance. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais. Euh, Tu vois, on parlait un peu des souvenirs que j'avais d'enfance. Mon cerveau a blacklisté plein de souvenirs. Bien sûr. Euh, Système de protection aussi un petit peu, peut-être. ouais, peut-être. Mais des souvenirs très récents même. Je pense que il y a encore 4-5 ans, il y a des trucs que je me souviens plus. Ok. Tu vois, par exemple, je ne saurais même pas te dire le nom de mes profs au lycée, par exemple, parce Wow. que je pense que mon cerveau a whité des trucs. Ouais, il a fait un Euh, petit nettoyage, il a tourné la page ouais, sur c'est certaines ça. choses. Ouais. Donc, c'est pour ça que mon enfance, je m'en souviens un peu par les photos, etc. Mais même les voyages, tu vois, j'ai pas forcément trop de souvenirs, ou alors des souvenirs pas forcément positifs, parce que Ok. des choses qui m'ont marqué, mais pas dans le bon Pas dans le sens. bon sens, ouais. Ouais. Euh, Mon enfance a été bien jusqu'à, je pense, mes 10 ans, 10-11 ans à peu près. Ok. Et puis mes parents se sont séparés pour plein de raisons qui je me souviens même plus, en fait, Ouais, pour et te puis dire. bah voilà, c'est malheureux, mais ça arrive régulièrement dans Voilà, beaucoup de foyers. c'est ça. Mais voilà. Ensuite, suite à ça, j'ai eu une période dans mon adolescence où je me suis détériorée fortement. J'étais pas bien dans ma tête et dans ma peau. Ça a été très compliqué. Je pense que ça a commencé un peu avant parce que j'ai quand même le souvenir, tu vois, même au primaire où j'étais pas forcément bien, je m'isolais. Ouais. Le J'avais des, sentiment de pas trouver ta place. ouais, j'avais des pensées même très noires en fait. Ok. Très très noires. Et donc, je pense que c'est vraiment la bascule là Parce que vers 11 ans où ça a vraiment été. En fait, tu vois, je te parlais de la petite fille qui était hyper joyeuse ouais, et tout. ouais. Bah après, quand je regarde les photos, je suis Regard triste noir. sur toutes les photos, quoi. Regard Ouais. noir. Et ça, tu penses que le déclencheur, c'est vraiment la séparation de tes parents? Je pense que c'était en même temps Ok. et qu'après, ça a accéléré le truc, ouais. Ok. Mais peut-être que le climat qu'il y avait chez moi, ça a initié le truc, en fait. D'accord. D'accord. Et puis après, j'ai pas les réponses à tout, mais je pense qu'à cette période, je me cherchais, je me questionnais beaucoup, j'ai toujours beaucoup réfléchi. Ouais. Euh, et je pense du coup que ouais, c'est venu conjointement. Ça n'a pas forcément D'accord. été un élément déclencheur parce qu'en fait, quand mes parents se sont séparés, pour moi, c'était presque libérateur, quoi. Ok. C'est, j'en pouvais plus de ce climat à la maison, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est moi à 12 ans, j'étais contente, j'allais chez ma mère, j'allais chez mon père. Du coup, tout se passait bien pendant une courte période. D'accord. J'avais ce que je voulais d'un côté et de l'autre. Donc en fait, tout allait assez bien. D'accord. Et j'avais pas, enfin, ça m'a pas forcément plus. J'ai pas le souvenir que ça m'ait rendu triste, en fait. D'accord. Donc, t'arrives pas finalement à cet âge-là à mettre vraiment le point sur pourquoi tu te sens comme ça? C'est ça? J'arrive pas, mais pour autant, je sais que j'étais très mal et que dès mes 10-11 ans, j'avais des pensées suicidaires et, Waouh. et j'avais pas envie de vivre, quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, je ne saurais pas trop te dire pourquoi. Et est-ce que à cette époque-là, tu as un suivi psychologique? Est-ce que tes parents sont... Déjà, est-ce que tes parents en ont conscience? Parce que parfois, c'est vrai que, et on peut pas toujours blâmer les parents, mais ils sont un petit peu désarmés de ce genre de choses-là, de ce genre d'événements-là. Est-ce que de un, tes parents en ont conscience de ce mal-être qui grandit en toi? Et de deux, est-ce qu'il y a des solutions qui sont mises en place, notamment psychologiquement, pour essayer de t'aider? Ouais. Alors, quand mes parents sont séparés, très vite, j'ai plus vu mon père parce que ça a été très conflictuel et il a plus voulu me voir, en fait. Ah wow. Donc, il y a eu D'accord. cette cassure-là, voilà, où du coup, je suis restée qu'avec ma mère. Et à cette même période, j'ai commencé l'aviron. Donc, Ok. j'ai été pêchée en 6e pendant une journée découverte. On m'a dit, toi, t'es grande. Je faisais déjà 1m80. On m'a dit, toi, tu vas faire de l'aviron. Donc, l'année d'après, j'ai commencé direct. Enfin, je crois Ok. même les mois suivants, j'ai commencé l'aviron. Alors même que tu étais dans cette phase un petit peu difficile Ouais, c'est psychologiquement? ça. Bah, D'accord. j'ai commencé à 11-12 ans, en fait. Ok. Et en fait, ma première entraîneur d'aviron a tout de suite vu que ça allait pas. Et c'est elle qui m'a emmenée justement dans un centre de psychologue pour enfants, adolescents. Donc j'ai vu mes premiers psys à cet âge. Donc bien sûr, ma mère était au courant. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé à être accompagnée. Au début, j'étais un peu réticente. Et puis en fait, j'avais pas trouvé l'accompagnement qui me convenait, tu vois, j'arrivais pas forcément à parler à un psy parce que moi-même je savais pas pourquoi j'allais pas bien, quoi. Ok. Si ce n'est que je me sentais abandonnée de mon père. Ça, c'est déjà peut-être une des premières raisons. C'est-à-dire le premier mot que tu peux mettre sur ton mal-être, c'est peut-être cette sensation d'abandon et de cassure que tu as eu avec ton père, justement. Ouais, et puis moi, j'avais de la culpabilité de mon côté parce que c'était de ma faute pour moi et de la sienne, en fait. Enfin, de sa vision, c'était ma faute. D'accord.
Donc, quand tu dis ça à un enfant de 12 ans, tu vois, maintenant, j'ai plus du double. Donc, je me rends compte. D'ailleurs, ça me fait mal de me dire ça. Mais, qu'est-ce que je devrais dire, moi? Ne parlons pas d'âge. Mais à l'époque, je pensais que c'était moi le problème. Ouais. Et je pense que du coup, ça a participé à ma descente aux enfers un peu en mode faut que je me punisse pour ce que je suis en train de faire, quoi. Alors justement, quand tu dis il faut que tu te punisses, tu as 11 ans, tu commences l'aviron, on y reviendra notamment dans ton parcours, parce que c'est aussi un moment clé de ton parcours sportif et aussi en tant que jeune femme. Tu as le soutien psychologique qui vient grâce à ta coach. Tu as quand même ce rapport avec ta maman qui est important aussi, qui te soutient et qui est là pour toi. Et ça suffit pas. Ça suffit pas à te faire remonter, ça continue un petit peu à descendre au point, entre guillemets, de non-retour, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe ? Ça suffit pas. Le seul truc qui me tient en ce moment, c'est l'aviron, parce que j'étais folle amoureuse de l'aviron. Ce sport, c'était ma vie. C'est-à-dire que voilà, je finissais l'école au collège, j'allais à l'aviron, je pensais à aviron. Voilà, déjà à cette époque, il y avait cette notion de compétition. Ouais. Déjà à 12 ans, on faisait les championnats de France. Donc, en fait, c'était libérateur, j'imagine aussi pour toi. Un moyen de soupape de décompression. C'est ça, et je pense que c'est ce qui me tenait finalement. C'était ma raison de vivre. Clairement, j'avais que ça. Mes copains, c'était à l'aviron. Je pensais qu'à ça. Et puis déjà à 12 ans, on a mis beaucoup d'attentes sur moi. Sur mes performances, et je savais que 2-3 ans plus tard, quand je rentrerais dans la catégorie au-dessus, il fallait que je fasse mes preuves et que je performe. Voilà. Mais je le voulais aussi, c'était pas du tout une pression qu'on me mettait en mode, et moi qui étais on m'obligeait pas, tu vois, j'avais cette volonté quand même de performer, donc pas comme dans certains cas de jeunes sportifs où on les met à un endroit où ils veulent pas être. Moi je voulais y être. Mais alors, tu vois, tu me parles de jeunes sportifs, je rebondis aussi, moi j'ai été sportif de haut niveau très jeune comme toi. Comment tu fais, toi, à ce moment-là, sachant que tu as la passion de l'aviron qui te drive, qui te permet d'avoir cette soupape de décompression. Si on met des attentes sur toi, c'est que tu as du résultat, donc tu as un vrai potentiel, t'aimes performer, et puis le mal-être que tu peux avoir au quotidien. Comment tu arrives à gérer cet équilibre ? En fait, c'est devenu plus du tout un équilibre parce que très vite, en fait, l'un a aggravé l'autre. C'est-à-dire que j'étais mal, donc mes résultats suivaient pas. Et vu que mes résultats suivaient pas, j'étais de plus en plus mal. Descente aux enfers un peu ? Ouais, complètement. Ce qui fait que en 2014, donc j'avais 15 ans, donc j'étais cadette à ce niveau-là, donc les premières vraies sélections en fait en équipe et tout. Bref, l'année-là, je me suis complètement foirée, ce qui fait que pas que pour ça, mais je pense que ça a participé, ça, plus tout le mal-être que j'avais, mon père qui me parlait pas, la relation à cette époque avec ma mère qui était un peu conflictuelle, pas aussi fusionnelle qu'aujourd'hui, et je me rendais pas compte de la personne que c'était et à quel point elle était exceptionnelle. Moi, j'ai été très renfermée sur moi-même, ce qui fait que en 2013 ou 2014, je me souviens plus, mais je fais une tentative de suicide. Donc ma mère est médecin, donc j'ai été dans la pharmacie et j'ai pris tous les anxiolytiques et somnifères que j'ai trouvés. Wow. Voilà, et c'est mon frère qui m'a trouvé dans la baignoire parce que je répondais pas pour aller manger, quoi. Donc j'étais en train de me noyer dans la baignoire, simplement. Incroyable. C'est ton frère qui t'a sorti de là. Ouais, j'avais fermé la porte à clé et puis vu que je répondais pas pour manger, il s'est dit putain, elle a dû s'endormir dans la baignoire, elle fait chier. Et en fait, quand il a ouvert, je m'étais ouvert les veines et j'avais pris tous les médicaments que j'avais trouvés, quoi. Ah, donc c'est pas seulement la prise de médicaments, mais aussi tu t'es ouvert les veines. Exactement. C'est la première fois que je parle de ça. À quelqu'un ou en public, quoi, tu vois. Merci déjà de partager ça, parce que la raison principale de ce podcast, c'est aussi qu'on puisse comprendre et que ça puisse potentiellement peut-être toucher des gens. Et je suis très touché aussi que tu me parles de ça là comme ça. Donc comment ça se passe à ce moment-là ? Est-ce que tu as une prise de conscience de ce qui vient de se passer ? Ou pas du tout. T'es complètement dans une espèce de monde parallèle et tu veux en finir et tu arrives à te rendre compte de ce qui a failli arriver, du drame qui a failli arriver. Sur le coup, en fait, j'étais inconsciente, donc je me souviens pas. Je me souviens juste de cris, de moi sur le lit, de l'ambulance, de je sais plus, de quelqu'un qui me fout des claques pour me réveiller. Enfin, tu sais, j'ai des vagues souvenirs et je me suis réveillée genre le lendemain sous perf à l'hôpital. Mais mon frère m'a raconté que le soir-là, il allait voir mon père justement en lui disant faut que tu ailles voir ta fille en fait parce que là, mon frère du coup qui n'a pas le même père que moi. Faut que tu ailles voir ta fille parce qu'en fait elle essaie de se foutre en l'air et toi t'es pas là, quoi.
Et il est arrivé, enfin, je me souviens pas encore une fois, mais c'est mon frère qui m'a raconté ça. Il est arrivé à l'hôpital, moi complètement dans les vapes, je me souviens même pas, tu sais, j'ai été complètement droguée, shootée. Je lui ai dit casse-toi, je veux pas te voir, c'est à cause de toi si je suis là, quoi. Et il est parti en disant ok, bah salut, en fait. Wow. Ok. Et je crois que je l'ai plus jamais revu ensuite. Ok. Et puis moi, quand je me suis réveillée, j'ai dit à ma mère, de toute façon, je recommencerai jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais, donc tu avais cette vraie détermination d'en finir. Ouais. Et ça, j'ai le souvenir, parce que c'est le premier souvenir que j'ai. C'est moi qui me réveille à côté de ma mère et de la psychiatre et qui dit à ma mère, je recommencerai et je veux plus être là, quoi. Wow. Alors, c'est une question très bateau que je te pose, parce que c'est vrai que c'est un état qui est pas forcément compréhensible pour les gens qui ne sont jamais passés par là. Mais mine de rien, bah, comment tu arrives à rebondir de ça? Comment ta mère arrive à gérer ça? Ton frère, enfin le noyau familial qu'il te reste, finalement, fait en sorte de t'aider à te sortir un petit peu de ça et, entre guillemets, te reconstruire, ou du moins éviter que ça sombre encore plus jusqu'au point de non-retour, justement. Ouais, bah, suite à ça, ma mère m'a emmené 2 semaines en vacances. On est parti en Corse. Voilà, on n'a rien à foutre de l'école. Je suis partie avec elle. On est parti se ressourcer un peu. Ça m'a fait du bien. Et puis après, ça a été mieux, mais plus vraiment parce que j'ai quand même le souvenir d'avoir à nouveau eu envie d'en finir, d'avoir même potentiellement essayé de diverses manières. T'as encore essayé plusieurs fois? Ouais. Ok. Mais, enfin, essayer. En fait, j'ai pas. Comment dire? C'est un peu complexe. J'étais accro à l'effet des médicaments, tu vois. D'accord. Quand j'étais ado, j'avais D'accord. accès aux médicaments. Je suis même pas sûre que ma mère c'est ça, en fait, pour te dire. Et du coup, je prenais des anxiolytiques jusqu'à perdre connaissance dans mon lit, quoi, tu vois. Donc, c'était pas vraiment une envie enfin, une volonté d'en finir. C'était surtout une volonté de pas être là. Pas être en vie à réfléchir et à affronter ce que la j'avais vie t'a envoyé. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et puis après, toute mon adolescence, ça a été compliqué avec mon père parce que je t'ai dit que je l'ai plus jamais revu. Ouais. Mais en fait, c'était des échanges par message, des menaces, des manipulations. C'était un vrai manipulateur. Un coup, je t'aime. Un coup, t'es pas ma fille. Un coup, ta grand-mère aurait honte de toi de pas parler à ton père. Voilà. Ok. Donc tout pour t'aider, quoi. Exactement. Tout pour t'aider. Ok. Et à côté de ça, j'avais une relation conflictuelle avec ma mère qui, elle, en fait, vivait le truc avec moi et devait gérer ça parce qu'il lui faisait subir ça aussi. Bien sûr. Et devait gérer moi, en fait, qui l'a rejeté alors que elle faisait tout, quoi, pour moi. Qu'est-ce qui fait que, si on avance un petit peu, parce que aujourd'hui tu es là et tu es la femme que tu es, incroyable et pleine de vie, justement, tu retrouves ce goût à la vie. Quel est le déclencheur qui fait que tu te raccroches à la vie et qui fait que tu te sors de là? Alors, avant d'arriver au déclencheur, il y a quand même une période où, tu le sais, j'ai eu une phase d'anorexie qui a été en plusieurs phases, qui a commencé à mes 16-17 ans, justement, dans mes dernières années d'aviron, et dont une grosse rechute à mes 18-19 ans, où là, j'ai vraiment été hospitalisée longtemps. Et en fait, dans cet hôpital, je rencontre un psychiatre qui est le psychiatre qui a suivi ma mère, parce que quelques années avant, moi, je n'étais pas consciente, mais elle s'était fait hospitaliser aussi parce qu'elle n'allait pas bien. D'accord. Au tout début de sa séparation avec mon père, enfin voilà. Oui, donc elle gère elle-même ses propres névroses et ses propres soucis perso, et plus les tiens. Voilà. Ok. Et en fait, je rencontre ce psy. J'en ai vu 10 avant, hein. Des psychologues, des psychiatres, tout ce que tu veux. Et en fait, je rentre dans son bureau et il me dit en fait, là, vous avez 2 solutions. Soit vous bougez le cul, mais il me le dit comme ça. Soit en fait, vous allez crever. Et il me dit, moi, j'en ai rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est vous qui décidez. Wow. Et en fait, il me dit ça. Il te rentre dedans. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait. Je sais pas s'il m'a cerné. Je pense qu'il m'a cerné. Hein. Et en fait, encore aujourd'hui, ma mère l'a vu il y a pas longtemps et elle lui a dit, vous avez sauvé la vie de ma fille, quoi. Parce que vraiment, il m'a sauvé la vie, ce mec. Est-ce qu'il a senti le côté performeuse en toi, le côté je te mets au défi, en fait? Peut-être que c'est ça qui t'a drivé un peu, de te dire attends, moi, il me met au défi de rester en vie. Peut-être que je sais pas. Je pense qu'il savait comment me parler, en fait. Et il y a vraiment eu un feeling avec lui où
j'ai eu un sursaut de vie. Enfin, comment dire? En fait, j'ai arrêté d'attendre un déclic, tu vois, parce que quand t'es mal, t'attends un déclic, t'attends un signe de la vie et tout, mais Bien sûr. en fait, il faut le provoquer, ce déclic-là. Évidemment. Et c'est peut-être ça, mon signe de la vie, c'était lui, je sais pas. Et du coup, ouais, cette hospitalisation a été très bénéfique. Parce que alors j'étais très très maigre et malade, j'ai pas forcément repris de poids durant cette hospitalisation parce que de toute façon c'est un processus qui est très long et même quand tu te remets à manger et tout, tu prends pas forcément de poids. Mais c'est vraiment au niveau mental que j'ai été mieux et que j'ai eu envie de vivre, quoi. Ça, c'est magnifique. Ça passe par là. Donc, c'est grâce à cette psychanalyse et ce moment-là où tu es limite encore au plus bas et que tu refais une rechute, tu rencontres la bonne personne au bon moment et ça te remet sur les rails. Et il y a eu beaucoup de choses en même temps parce que à cette période, au moment où je rentre à l'hôpital, en fait, je parlais de ma sœur Léna au tout début que j'avais pas connue. Et en fait, avant de rentrer à l'hôpital, quand je sais que je vais rentrer, je lui écris un message alors qu'on s'est jamais parlé, qu'on s'est vu quelques fois quand j'étais petite et j'ai pas de souvenirs. Et je lui fais un pavé en lui disant écoute Léna, je rentre à l'hôpital, honnêtement je sais pas si je vais vivre ou pas parce que je sais même pas si mon état me le permet et si j'en ai envie. Et en fait je suis triste qu'on se connaisse pas, t'es ma grande sœur et je connais rien de toi. Une prise de conscience. Ouais, j'ai une prise de conscience et je me dis putain, si tu dois crever, au moins dis les choses, quoi. C'est un peu ça l'idée. Wow. Parce que là c'était même pas mentalement, c'était même pas, je savais pas si mentalement je pouvais vivre, c'était physiquement, quoi. Oui, c'est ça. Mais tu trouves quand même la force de lui envoyer ce message. Ouais, et en fait elle, plus tard elle me dit je reçois ce message et je fonds en larmes parce que le problème c'est que notre père nous a un peu monté la tête à toutes les deux en mode Léna veut pas te voir et Nouchka veut pas te voir, tu vois. Donc toutes les deux, on pensait que l'autre ne voulait pas voir l'autre, tu vois. Donc en fait, on se retrouve un petit peu avant de rentrer à l'hôpital. Elle est venue me voir toutes les semaines ensuite. Et depuis ce jour, on a une relation ultra fusionnelle, comme je peux avoir avec mon frère et mon autre sœur Victoria. Et en fait, on a rattrapé un peu le temps perdu. Elle aussi, elle a morflé avec lui. Donc voilà, il y a ça qui se fait en même temps. Et puis en même temps, quand je sors de l'hôpital, je crois que je sors en juin ou juillet, et en août, mon père se suicide, en fait. Wow. T'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 19 ou 20 ans, un truc comme ça. 19-20 ans. Voilà. Alors, il me semble, pour rester transparent avec nos auditeurs, que ça, tu m'en parles, la première fois qu'on se rencontre. Et tu utilises un mot qui est assez fort, tu me dis si je me trompe, mais moi, ça m'est resté gravé. Du moment où tu apprends ça, c'est une libération pour toi. C'est ce que tu me dis le jour où on se rencontre, tu me parles de cet événement-là. Est-ce que c'est vraiment le cas là, quand tu te reprojettes un peu sur cette période-là ? Ouais, parce que en fait, tout le travail que j'ai fait avec mon psy, donc on a beaucoup parlé de mon père, et en fait, à l'hôpital, il m'a dit arrêtez d'attendre quelque chose de lui, faites comme s'il était mort. En fait, il m'a dit ça, il m'a dit il reviendra jamais, ça sert à rien de revenir vers lui, parce que bon, ça faisait des années qu'on tournait en rond, et que c'était voué à l'échec, et que de toute façon, il n'avait pas la mentalité pour que ça change. Et en fait, à l'hôpital, j'ai fait un gros travail où, dans ma tête, pour moi, mon père était mort. Donc en fait, quand j'apprends ça, bien sûr, ma sœur m'appelle en pleurant et moi, je pleure aussi, quoi, parce que c'est un gros choc. C'est plus un réflexe, bien sûr. C'est plus un pleur de choc. Mais en fait, ça m'a pas... Je sais pas, c'est un peu horrible de dire ça, mais ça m'a pas spécialement rendu triste. Ce qui m'a plus rendu triste, c'est plus le fait... C'était plus de la colère, tu vois, qu'on se soit pas dit les choses. Et en fait, pendant longtemps, j'ai regretté de pas lui avoir dit ce que j'avais sur le cœur, quoi. Et puis tu t'es pas dit tout ça pour ça, finalement ? Tu t'es pas dit, là, il est parti. Ouais, et puis même, je vais t'avouer, au début, je me suis même dit, putain, si ça se trouve, c'est de ma faute, quoi. Parce que avec ma sœur, on se reparle, que ça l'a rendu fou. Si ça se trouve, c'est parce que je lui ai pas dit... Enfin, tu sais, j'ai eu quand même quelques mois de culpabilité où je me suis sentie coupable, où je me suis dit, et si j'avais fait quelque chose, et si j'avais dit quelque chose. Mais bon, après, tu peux pas changer le destin, tu peux pas changer les gens, quoi. Évidemment, bien sûr. Incroyable. Du coup, tout ça, c'est fou. Ce que tu me racontes, c'est assez dingue parce que dans le parallèle, évidemment, on va pouvoir passer aux sources d'inspiration, le S, parce que il y a deux personnes qui, tu m'en as parlé. On va commencer par la première, si tu veux bien. C'est ton compagnon qui, pendant toute cette phase-là, déjà est avec toi et te soutient. Tu peux nous parler un petit peu de ça ? Ouais, bien sûr. Ça fait plus de 7 ans qu'il partage ma vie. Et en fait, on s'est mis ensemble dans l'entre-deux
de mes chutes d'anorexie, tu vois, dans une période où j'allais un petit peu mieux. Okay. Enfin, j'allais mieux physiquement, mais pas forcément mentalement. Mais lui, il s'en fout, il a toujours cru en moi, il a toujours vu ce que j'avais. Et en fait, il m'a jamais lâché, tout simplement. C'est même dans les périodes où, justement, où j'ai été hospitalisée et où beaucoup de mes amis m'ont tourné le dos. C'est ce que j'allais te demander, ça, parce que c'est vrai qu'on se retrouve dos au mur. Je leur en veux pas parce qu'aujourd'hui je peux comprendre en fait que tu es démuni et que tu as pas envie de participer à ça. Tu sais, c'est une manière maladroite de te protéger aussi peut-être ouais, un peu. C'est ça. Mais moi sur le coup j'ai juste senti un abandon supplémentaire. Je me suis dit putain mes potes en fait sont là quand ça va et quand ça va pas ils me laissent. Mais aujourd'hui je leur en veux pas parce que je comprends. J'arrive à me mettre à leur place. Tu vois, on a toujours plusieurs visions en fonction du nombre de personnes. Mais évidemment. Donc de leur vision à eux c'était ce qu'il fallait faire. Mais lui a toujours cru en moi, m'a toujours soutenu, m'a toujours guidé en fait. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est en grande partie grâce à lui. Je te disais tout à l'heure quand on préparait le podcast que j'ai l'impression qu'il a eu 1000 vies, tu sais. En fait, c'est vrai, je pense que alors après, c'est un peu spirituel, mais tu vois, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je pense que on a peut-être plusieurs vies où on apprend, où on fait des erreurs, où on comprend des choses. Et en fait, lui, j'ai l'impression qu'il a tout compris et qu'il me guide un peu dans ma vie. Comme si c'était la personne qui devait être sur ton chemin, finalement, à ce moment-là. Exactement. Et c'est ma source d'inspiration principale parce que c'est toujours on est très fusionnel, c'est très bienveillant. Et en fait, ils m'aident beaucoup à progresser dans ma vie. Je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il sait me chambouler quand j'ai besoin d'être chamboulé et quand j'ai besoin d'être un peu brusqué. Il sait me temporiser, il sait me canaliser. Et en fait, je lui dois beaucoup, quoi. Ouais, en plus, vous travaillez ensemble aussi maintenant. On y reviendra dans la suite de ton parcours, évidemment. Mais donc, ça crée cette relation fusionnelle sur et en dehors du terrain, j'ai envie de dire, qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aussi fait partie intégrante de ta vie et de ta réussite, quoi. Donc c'est magnifique. Ouais, et puis j'ai l'impression que je lui rends un peu maintenant, et il me le dit, hein. Pendant longtemps ça a été mon moteur, et aujourd'hui il me dit c'est toi mon moteur, et t'as un moteur que j'arrive pas à suivre tellement tu fais de trucs. Il m'appelle le bulldozer, quoi. C'est génial. Donc, et à ce moment-là, t'as aussi, parce que tu me l'as dit en off, comme tu as dit, on a préparé un peu ce podcast, même si on fait en sorte que ça reste spontané, parce que moi je vais apprendre encore plein de choses pendant cette conversation. Il y a aussi ta maman. Maman que tu as appris peut-être à connaître sous un autre visage, avec un peu une prise de recul, qui a été là pour toi et qui a été aussi une source d'inspiration, c'est ça? Ouais, parce que en fait ma mère, moi j'étais trop bête quand j'étais ado pour le voir. Qui n'était pas bête quand il était ado, je vais te dire. On est tous passés par une phase un peu bizarre. En fait, c'est une personne qui est exceptionnelle. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle compense tout ce que mon père m'a pas donné. Elle recrée l'équilibre à elle-même, avec tout ce qu'elle fait. C'est une personne qui est juste bonne, en fait. Elle a aucun... elle attend rien en retour quand elle donne, tu vois. Elle donne de l'amour, elle attend rien. Elle m'a toujours soutenue dans tous mes choix, même si elle avait peur, même si elle trouvait que c'était pas forcément les meilleurs choix. D'accord. Pour moi et pour mes frères et sœurs aussi, hein. Elle nous a toujours soutenus, elle a toujours été là. Elle nous a jamais empêchés de faire quoi que ce soit. Si on avait envie de suivre notre chemin, on avait le droit. Et en fait, j'ai envie d'être comme elle, quoi, tout simplement. Wow. Parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle a le cœur sur la main, parce que c'est véritablement une belle personne. Une belle âme. Exactement. Une belle personne. Et ça devient aussi rare dans l'entourage qu'on peut avoir parfois dans la vie, de manière générale, de s'entourer de belles personnes et de personnes qui sont profondément généreuses. Et puis c'est magique quand c'est ta maman, parce qu'il y a le lien du sang qui fait tout. Ouais, carrément. Et évidemment, on va revenir sur ça, sur le parcours, mais dernière petite question par rapport aux sources d'inspiration, parce que tu es très sportive aussi. Et puis malgré les phases difficiles dans ton adolescence, tu te plonges dans le sport. Est-ce que tu as eu des sources d'inspiration dans le sport qui t'ont drivé au point de te dire, d'aimer cette compétition, d'aimer cette envie d'en découdre, de te dépasser? Alors, j'ai pas de sportif dont j'étais fan, tu vois. Ouais. J'ai pas un sportif qui m'a transcendé. Il y a beaucoup de sportifs que j'aime. Après, j'aime vraiment tous les sports. Aujourd'hui, je fais surtout des sports d'endurance. Je regarde beaucoup la Formule 1. La F1, c'est ce que j'allais dire. Voilà, j'aime beaucoup les sports de combat. Tu vois, je regarde
Je regarde beaucoup les sports de combat. J'aime beaucoup les personnalités sportives dans tous les domaines, hein. Ouais. Basket, football américain, enfin bref. Mais j'ai pas de vrais sportifs qui. C'est plus le sport et le dépassement de soi Exactement. qui te, Après, qui te drive. forcément, j'ai des personnalités que j'aime et qui m'inspirent beaucoup dans le sport. Tu vois, en ce moment, je suis à fond dans le trail. Courtney, voilà, je pense que ça te parle, Courtney, Bien sûr. américaine, qu'on appelle la présidente de l'univers dans le milieu du trail parce qu'elle est incroyable, cette femme. Mais c'est plus des personnalités comme ça qui me marquent pour leur qualité sportive et aussi humaine, tu vois. Par exemple, je te parlais des sports de combat. Moi, un sportif que j'aime bien en ce moment, Benoît Saint-Denis. Hein. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Pour sa mentalité exceptionnelle. D'où il vient, son parcours, Exactement. c'est assez incroyable. J'aime beaucoup ça, en fait, le parcours des sportifs, voir d'où ils viennent et où ils vont et ce qu'ils font, en fait, avec le peu d'ingrédients qu'ils ont, Bien en sûr. fait, à leur dispo. Bien sûr. C'est plutôt ça qui m'inspire, plus que les performances, tu vois. Ok. Bah, tu me fais une belle passe parce qu'on va parler du parcours. Tu vois, tu me disais parcours. On passe à ton parcours qui est très, très dense, évidemment, dans cette jeune vie très engagée et très dynamique. On reparle de la période, évidemment, de l'aviron. Voilà. Où tu commences ce sport à 11 ans. Alors, évidemment, on t'y incite parce que visiblement, physiquement, on te décèle rapidement des qualités physiques pour ce sport. Ça t'emmène vraiment vers le sport de haut niveau jusqu'au titre de championne de France. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de cette époque, de cette période, parce que tu nous disais tout à l'heure que tu es piqué par ce sport dès que tu y goûtes, en fait. Ouais, je suis dingue de ce sport. Dès le début, en fait. Dès le début, pour plein de raisons. Pour l'esprit d'équipe, en fait. Parce que quand t'es jeune, tu évolues pas seul. T'es en groupe, à 4 ou 8. Donc, en fait, j'étais avec les copines, on se motivait, etc. Donc ça, c'était hyper cool. Et puis, pour le dépassement de soi, j'ai le souvenir de ma première compétition indoor. Donc, tu sais, l'aviron, donc t'es sur un bateau. Et puis, l'hiver, t'as des compétitions aussi indoor, sur un ergomètre. Okay. Ce qu'on retrouve vachement dans le CrossFit maintenant. Oui, bien sûr. Et j'ai le souvenir de ma première compète où, poussée par ma coach, ma fameuse coach dont je parlais au début, à la fin, je vomis, quoi. Tellement j'étais au bout de moi-même. Et en fait, ce sport-là m'a aidé à apprendre beaucoup sur moi, sur mes limites, à me canaliser aussi beaucoup, à passer un peu toute la rage que j'avais là-dessus. Et en fait, avec du recul même, tu vois, même si ça m'a apporté certaines difficultés et certains, comment dire, même si ça n'a pas toujours été cool. Ouais, on y reviendra, je crois, dans le passage incertitude, hein, parce voilà. que tu voulais remettre un point d'honneur de parler des moments difficiles. Exactement. Je trouve quand même que, tu vois, j'ai fait de l'aviron de mes 11 ans à 18 ans à peu près. Je trouve que j'ai été très contente d'avoir cette adolescence et pas une adolescence où à la fin des cours, après le collège, le lycée, j'allais me fumer des clopes, boire des coups en ville, sortir le soir et bien tout. Sûr. La dernière fois que j'ai mis un pied en boîte, et je pense que les fois où j'ai mis un pied en boîte, tu comptes sur le doigt d'une main, vraiment, pour pas te mentir, je pense que j'ai été 4 fois. C'était en terminale, quoi, tu vois, l'année du bac. C'est vrai que j'ai du mal à me projeter te voir en boîte sur le dance floor. Faut que j'ai quelques verres quand même. Ah bah, allez. On s'en fera peut-être une des soirées comme ça, juste pour le délire. Mais voilà, là où mes potes, certains allaient déjà en boîte en 3e, quoi. Ouais. Moi, non, parce que le dimanche, je me levais pour aller en compète et il y avait que ça qui comptait, quoi. Ouais, j'ai vécu pareil en sport-études. C'est vrai que voilà, quand t'as pas forcément une vie toujours simple et stable, hein, en dehors des cours, le sport, c'est un échappatoire qui est fou, c'est très formateur, ça crée aussi des relations. Tu me parlais de tes copines, etc. Ça crée des relations sociales. Moi, je sais pas si c'est ton cas, mais mes meilleurs amis sont encore des sportifs avec qui j'ai échangé pendant des années dans les vestiaires et tu vois sur le terrain. Donc je comprends tout à fait cette phase-là de l'adolescence où tu vois qu'il y a deux types d'adolescents. Tu vois, t'as celui qui kiffe sa vie et qui attend que le week-end pour sortir, etc. et boire des coups. Et puis t'as le sportif. Donc toi, c'est vraiment quelque chose qui te pique au point d'en faire vraiment ta discipline dès le plus jeune âge. Ouais. Et quelque part, tant mieux que j'ai eu ça parce que je pense que sinon, mal comme j'étais, j'aurais sûrement vrillé totalement. Et fait vraiment de la merde. Ouais. Donc ouais, après coup, je m'en rendais pas compte, mais maintenant, avec les années de recul et tout, je me rends compte que heureusement que j'ai eu ça, en fait, pour me tenir, quoi. Et puis ça t'amène au très haut niveau, c'est-à-dire le titre de championne de France. Ça, c'est dingue aussi. T'as quel âge à ce moment-là ? 14. C'est fou. Ouais, 13-14. Donc pareil, c'était en équipe, là. Donc l'année d'avant, on fait vice-championne.
Puis très peu de temps avant que tu commences finalement. Après que tu commences, ouais, tout à fait. C'est fou. Et après on fait championne. Donc ça c'est cool. Bah tu vois, j'ai été faire une intervention il y a 2 semaines dans mon club d'aviron et au bar il y a toujours notre fanion qui est accroché avec notre photo et tout. Donc c'était hyper cool de voir ça. J'étais un peu nostalgique parce que ça fait 12 ans maintenant. Mais ouais, c'était une chouette période. Et puis après bah forcément tu montes les catégories. Il y a plus de niveaux, il y a plus d'enjeux aussi. Et là, ça a été un peu plus compliqué ensuite. Un peu plus compliqué, on y reviendra dans le paragraphe incertitude. Évidemment, on continue sur ton parcours, on fait un petit bond en avant, on parle aussi des études, parce que tu décides d'entreprendre un bac S, puis ensuite de rentrer en fac de sciences. Pourquoi? Tout simplement, non mais c'est tout bête. Est-ce que c'est un choix complètement par hasard? Moi, je t'avoue très sincèrement que quand j'ai dû faire le choix de bac éco, c'était par défaut. Je savais pas vraiment à cette époque-là ce que je voulais faire de ma vie. Est-ce que toi, tu choisis ce cursus-là parce que tu as déjà des idées sur ce que tu veux faire ou pas du tout? Non, alors déjà, mes années de lycée, c'était très compliqué. L'année du bac, j'ai été en cours la moitié de l'année parce que j'étais vraiment pas bien. C'était ma rechute, justement. Enfin, c'était une de mes rechutes dans l'anorexie. Donc en fait, le bac, je t'avoue que quand j'y vais, j'ai l'impression que je l'aurais même pas, quoi. Parce que j'ai pas révisé et tout. J'étais vraiment mal toute l'année là. Je m'y suis mis 2 semaines avant en me disant faut quand même que t'aies le bac. Heureusement que j'avais un peu de facilité parce que j'ai quand même eu mon bac avec mention. Ça m'énerve, ça, les gens qui vont avoir bac avec mention, qui révisent 2 semaines avant l'examen. Ouais, non mais voilà, ça a été le bac, voilà, ça a été un peu chaud. Et puis en fait, non, pourquoi j'ai été en fac de bio? Alors pour tout te dire, je rétrograde un peu en arrière là, mais quand je suis rentrée en 6e et que ma prof principale m'a demandé devant tout le monde, et toi tu veux faire quoi? Et tout, on devait tous dire un peu qu'est-ce qu'on aimerait faire comme métier. En 6e, c'est le truc illogique possible. Et ben j'ai dit je veux être militaire, et tout le monde s'est foutu de ma gueule. C'est pas vrai. J'ai dit non, mais moi j'ai trop envie de faire ça et tout. Voilà, en fait depuis mes 8 ans, j'ai commencé à être passionnée par ça, mais à mort. C'est fou ça, d'où ça vient ce truc? Je sais pas, mais j'ai vraiment été passionnée par ça. Je me souviens qu'à 13 ans, ma mère, elle m'a acheté un petit fusil à plomb et tout. Je me mettais des cibles dans le jardin, je me faisais des parcours, je rampais et tout. Mais tu vois, c'est pas si chez père de se dire qu'on a peut-être eu plusieurs vies. Hein. Tu sais pas, hein, si tu creuses un peu, t'étais militaire dans une autre vie ou warrior ou une guerrière, on sait jamais, tu vois. D'accord. Et du coup, pourquoi je vais en fac de bio? Parce que dans ma tête, je me dis, avant de t'engager à l'armée, ce serait bien que tu aies un petit bagage. Voilà. À l'époque, je me dis ça. Avec du recul, je me demande si c'était vraiment nécessaire. Bon, quoi qu'il en soit, ma prof principale à l'époque me dit va pas en fac de bio, parce qu'à l'époque, j'étais une brêle en sciences. À part en SVT, où j'avais 19 de moyenne, en fait, au bac de maths et de physique, j'ai eu 4. Ouais. Voilà. J'ai eu 18 ans en SVT. Donc elle me dit va pas en fac de bio, fais STAPS, c'est bien, t'es sportif, ce sera bien. J'aurais dû faire STAPS d'ailleurs, avec du recul, tu vois. J'exclus même pas l'idée de faire STAPS un jour, pour te dire. Ça me plairait même bien. D'accord. Mais bref, je fais ça. En fac de bio, j'avais trouvé un cursus, un master en ingénierie justement en biologie. D'accord. Et justement, l'année-là, je suis toute seule à Nancy dans mon appart, et tous les soirs quand je rentre, je me fais vomir. Je suis seule. Je vais acheter de quoi me gaver en sortant des cours, et en rentrant, je me fais vomir. Bref, voilà, dégringolade. Je finis l'année, et je sais même pas si je finis l'année. Je crois que je finis les partiels, mais je finis pas l'année. Et je dis à ma mère, je veux rentrer. Je peux plus, quoi. Je peux plus, je vais mourir. Ok, ça revient direct, cette rechute, elle est ultra violente finalement. Ouais, carrément. Et puis en fait, je m'isole de tout le monde parce que mes copains que je me suis fait à la fac savent pas forcément mon passé. Donc moi, je sors pas parce que je veux rester me faire vomir dans mon appart. Enfin voilà, c'est vraiment pathétique quand ils pensent. C'est pathétique, mais non, pas tant que ça. C'est tellement. Tu ne t'as pas les mots finalement pour exprimer ce que toi tu ressens à ce moment-là. Et puis c'est ce que tu vis. Donc pour moi, c'est plus difficile à t'imaginer, parce que maintenant je te connais et je te vois vivre cette période, comme tu dis, seul en plus. Est-ce que tu as de nouveau un peu ce truc de l'abandon qui revient à ce moment-là? La sensation de solitude, elle te pèse au point de te rendre mal? Est-ce que tu sens que c'est vraiment ça aussi? Seule, d'accord. Clairement. C'est ça le déclencheur. Ok. J'étais pas prête, clairement pas prête. Et puis, bref, je rentre chez moi. Enfin, chez ma mère, il se passe quelques mois où je fais pas grand-chose, où j'ai toujours cette idée de l'armée en tête, hein, bien sûr, j'ai pas zappé ça. Et puis ma mère me dit
bah, passe les tests, mais par contre, ce serait bien que tu reprennes un peu de poids. Elle m'avait fixé, elle m'avait dit, franchement, essaye d'atteindre au moins ce poids-là. Et elle n'avait pas tort, parce que sinon, j'aurais pas tenu. Donc, je passe les tests en juillet, je crois. Genre, je rentre en avril, et puis je passe les tests en juillet. 2017, hein, c'est ça? Ouais. Entre-temps, je rencontre mon compagnon, justement. Génial. Voilà. Génial. Donc, qui, en fait, me prend un peu sous son aile à cette période-là, où j'allais pas forcément bien. Ma mère était un peu inquiète à l'idée que je me mette avec quelqu'un, parce que mes dernières relations, ça avait pas été. Bref, j'étais perdue dans ma vie. Oui, et puis elle savait de son côté de maman protectrice que tu étais aussi un petit peu instable psychologiquement. Exactement. Donc ça fait peur, bien sûr. Tout à fait. Et en fait, je passe les tests en juillet et j'ai un appel le 1er août. Bonjour, en fait, il faudrait que vous preniez le train demain, le 2 août, parce que vous êtes pris dans tel régiment, machin. Et là, spontané. En fait, je suis au téléphone et j'étais en train de manger avec ma mère et mon copain et je fais... je suis là, putain, et je pars demain, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et en fait, les deux me disent, mais fonce en fait, c'est ce que tu veux. Génial, vas-y. Donc ils te soutiennent direct. Ouais, alors que c'est moi qui ai failli ne pas y aller en me disant, c'est trop tôt, tu vois, c'est trop tôt. Et les deux me disent, mais vas-y, machin. En plus, j'étais la seule fille en fait dans les nouvelles recrues là. J'étais la seule meuf et en fait, il restait une place et j'avais été prise. C'est fou. Donc je pars le lendemain. J'ai pas le temps de me préparer. Incroyable. Pour te dire, mais mon blaze sur le truc était même pas fait, quoi. J'ai dû le faire moi-même parce qu'en fait, c'était en dernière minute. Donc je fais mes classes qui se passent plutôt bien, en fait. C'est quoi, c'est 3 mois? 3 mois de classe? C'est 3 mois. Je me souviens que premier test physique, genre 2e jour, tout le monde se fout de ma gueule en mode ouais, la meuf là, vas-y, va repasser nos trucs et tout. Au final, je fais 80 pompes et je les nique tous. Ah, j'adore cette histoire. Magnifique. Et je te jure que j'avais fait plus de pompes que tout le monde, quoi. C'est ouf. Que tous les gars. Et en fait, là, du coup, le lieutenant qui s'occupait de nous, il a dit bon, bah voilà, maintenant vous la fermerez. Maintenant, t'es zéro. Voilà, donc on avait fait test gainage, pompe, machin. Bref, mes classes se passent plutôt bien, c'est cool, je suis avec des gars. Moi, j'aime bien être entouré de garçons. Je suis plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles de façon globale. Donc mes classes se passent bien. Mais rechute. Mais en fait, ça m'arrive pendant ce temps de me refaire vomir en fait le soir. Parce qu'en 2018, tu me parles de cette fameuse rechute qui Exactement. est un peu ton année noire, c'est ça? C'est ça. En fait, tout simplement, donc je finis mes classes, je suis intégrée dans mon régiment, il se passe quelques mois et en fait, j'ai une période de congé d'une semaine vers Noël, un truc comme ça, ou en février, je crois. Et en fait, 2 jours avant d'y aller, je dis à mon copain, je ne peux pas y aller. Il me dit, mais comment ça, tu peux pas y aller? Tu vas y retourner? Je dis, je ne peux pas, en fait. Je peux pas y retourner. Et en fait, il comprend pas tout de suite qu'il y a un problème. Et là, je m'écroule par terre, en fait. Et je fonds en larmes, en sanglots. Et je lui dis, mais si j'y vais, je vais mourir. Et physiquement, j'y arrive plus. Et là, il comprend, il dit, ok. Au début, tu sais, il était là en train de me pousser, vas-y, t'as juste la flemme d'y aller parce que les vacances, c'était bien et tout. Et en fait, il comprend que je ne peux plus y aller. Il comprend qu'il y a de nouveau cette rechute psychologique et physique qui fait que... carrément. Donc, je lui explique que je me refais vomir, que j'ai reperdu du poids, que j'y arrive plus. Bref, il s'ensuit un long processus qui a duré 1 an, parce que quand tu es sous contrat à l'armée, tu peux pas partir comme ça. Bien sûr, c'est ce que j'allais te dire, c'est la question que j'allais te poser, comment tu fais pour partir? Exactement, je suis passée devant plusieurs médecins militaires, devant des psychiatres, pour tout te dire, je suis réformée P4 aujourd'hui, donc, donc je sais pas trop si je veux un jour me réengager dans l'armée ou la gendarmerie ou dans la police ou quoi, je ne peux pas. Mais il s'est passé 1 an quand même entre tout ça. Et c'est une bataille pendant cette année-là pour faire en sorte d'arriver à tes fins, parce que j'imagine que c'est pas évident, ils lâchent pas comme ça en général. Bah ouais, et puis tous les mois, je dois passer devant des médecins, devant des psys, raconter encore une fois. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, effectivement. Ouais. Très lourd, et puis très très lourd. Et puis entre-temps, justement en 2018, je suis de nouveau hospitalisée, justement parce que en fait, ma mère contacte le psychiatre qui s'est occupé d'elle il y a quelques années auparavant et lui parle de mon cas. Et en fait, ils avaient plus de place, mais il m'a trouvé une place en disant ok, elle rentre demain. Donc tu vois, toujours du jour au lendemain, moi. C'est vrai que le spontané, ça marche bien pour toi. Ouais, et donc non, et puis moi non, je veux pas y aller, c'est trop tôt demain. Et ma mère elle me dit mais comment ça c'est trop tôt? C'est trop tard justement là. En fait, c'est dingue parce que ton histoire, c'est constamment des départs.
Tu vois, Ouais. si on parle de ton école, de l'aviron, les formations, Nancy, l'armée, l'hôpital, c'est un départ Ouais. aussi Et où tu te sens seul, enfin, tu es face à toi-même, face à tes doutes, à chaque fois, c'est dingue là quand j'y pense, à chaque fois. ouais, carrément. Et du coup, je rentre à l'hôpital à ce moment-là. Et, euh, et bah justement, c'est marrant que tu me parles de ça parce que mon psy, un des trucs qu'il m'a dit, qui m'a marqué, c'est il va falloir arrêter de pas finir ce que vous faites et puis vraiment finir quelque chose, quoi. Hmm. Et je me dis, ouais, mais what the Ah ouais, fuck? lui, Ouais, il met les deux pieds dans le plat et je me direct. dis, ouais, mais c'est vrai qu'il a raison. En fait, j'entreprends des trucs que je finis jamais. C'est fou. Je pense que c'est pour ça aujourd'hui, il faut que je finisse mon livre, il faut que je finisse mon puzzle, tu vois, faut pas que je laisse, faut pas que je laisse, Mais ouais, et il y a une anecdote qui est assez ouf pendant cette période justement où tu es hospitalisé. Alors que effectivement, tu étais loin d'être en pleine forme, hein, physiquement et mentalement. On te prend un dossard pour le marathon de Paris. Tu peux nous parler de cette histoire? C'est quand même assez ouais, ouf. bah c'était à la toute fin en fait de l'hospitalisation où avec mes copines, on était quatre, on faisait enfin, on se mettait à la course à pied un petit peu. C'était juste après l'hospit, hein. Ok. Mais j'étais pas encore vraiment au top pour te dire. Je courais même pas 5 kilomètres. Et en fait, il y a une de mes copines qui me dit, bah j'ai 2 dossards pour le marathon de Paris. Ça te dit et tout? Et je dis, bah non, en fait, je cours même pas 5 kilomètres et tout. Et en fait, bah, ce petit groupe de 4, donc mes 3 copines, me disent, je pense que ça te ferait un beau défi, quoi. Ça te permettrait de trouver une raison de reprendre du poil de la bête, de te remettre au sport, voilà, de vraiment te remettre dedans, quoi. À croire que à chaque fois, tu as des personnes qui croisent ton chemin. Là, tu me parles de tes amis qui savent comment te parler, comment te motiver. Ce petit côté encore performance sportive pour te booster, te faire prendre conscience du défi qui t'attend. C'est ça Ouais. qui est un déclencheur de dingue finalement Ouais, carrément. dans Et ton puis en parcours. fait, elles y allaient toutes les trois. Et moi, j'avais pas envie de les laisser y aller seules sans y aller, quoi. Donc en fait, j'ai fait toute ma préparation et tout. Mes 3 séances par semaine, c'était dur. Il y a eu des moments beaucoup plus durs que d'autres. Ouais. Il fallait que je me force à manger. J'ai repris du poids. C'était pas facile, mais je savais pourquoi je le faisais, en fait. Donc voilà. Puis j'ai terminé ce marathon, quoi. C'était beau. Ah, Il y avait ma mère qui était incroyable. là, qui chialait, moi qui chialais. Bah ouais, c'est C'était ça ce que j'allais dire quand tu passes la ligne. Enfin, moi, j'en ai fait un aussi. À chaque fois, tu as cette émotion de dingue quoi, quand ouais, tu passes ouais. une ligne d'arrivée. Parce que, tu sais, je sais pas si toi, ça te fait pareil, parce qu'on va y venir, mais voilà, maintenant, tu fais des courses de malade mental. C'est un truc de fou. Tu vois, quand tu me dis que tu n'étais pas capable de courir 5 bornes, et quand je vois ce que Ouais. tu fais maintenant, c'est assez dingue. Mais tu sais, tu te passes tout le film de tous les sacrifices et tous les efforts que tu as pu faire. Est-ce que ça t'a fait ça aussi, au point d'être tellement dans l'émotion que tu as craqué sur la ligne Ouais, en passant? ouais, et puis je me suis revue avec mon psy quand il m'a dit il va falloir finir quelque chose, quoi. Ah, waouh! Et je me suis Génial. dit putain, ça y est, j'ai fini ça. Et en fait, j'ai vu ça comme une revanche sur la vie, mais un truc de fou, quoi. Je saurais même pas te décrire en fait la sensation que j'ai ressentie. J'ai juste la vision de ma mère et de son copain et de mon copain qui est justement sur la ligne d'arrivée. Ils sont en train de pleurer. Fierté de Et dingue. moi j'ai encore la photo de moi qui chiale à mort sur la ligne d'arrivée. Tu verrais ma tête, faudrait que je te montre la photo. Oh, mais tu vas me la montrer, tu vas me la donner, on va même la mettre en insert, tu vois, voilà. On la met en insert maintenant. Je te jure. Et c'était beau, je pense que c'est pas mon meilleur résultat sportif, mais c'est Ouais. mon plus beau souvenir sportif, ouais. Bah, c'est un déclencheur aussi de bien-être, parce que évidemment, ça te fait rebondir. J'avance un peu sur le parcours, ça te permet aussi de te dire que ben, voilà, tu vas pouvoir reprendre les études, t'engager dans un BTS. J'avance un petit peu, hein, mais voilà. Que j'avais déjà entamé à cette période, justement. Ah, waouh! Parce que j'ai commencé justement à l'hôpital, mon BTS, quand je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie, quoi. J'avais l'impression que j'avais déjà pris du retard sur ma vie alors que j'avais 18 ans, tu sais. Mm. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie? Je me suis posé longuement la question, et puis Ouais. en fait, c'est venu à moi naturellement. Je me suis dit, bah, tiens, je vais commencer un BTS diète. Comme beaucoup de personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, je pense que Ouais. tu prends surtout les diététiciennes, Ouais. au moins la moitié, à un moment donné de leur vie, ont souffert de TCA, je pense. Mhm. Et puis ce qui est marrant, c'est que aujourd'hui, quand j'en parle à mon copain, il me dit, tu sais, avant même que tu commences le BTS, je savais que tu serais diététicienne.
Donc tu vois, je te parle encore Incroyable. de lui qui a déjà vécu 1000 vies, qui ressent les choses et tout. C'est dingue ça. Il m'a dit, je sais pas pourquoi, même pas pourquoi, mais je savais que tu ferais ça et que C'est une tu manière réussirais aussi, dedans. dans un premier temps, de pouvoir comprendre aussi peut-être ce qui t'arrive, de l'étudier finalement, de savoir en fait le pourquoi du comment et d'en faire une force, parce qu'aujourd'hui c'est une force incroyable dans ta vie, dans ta carrière en particulier. C'est plutôt dans l'autre sens, en mode je me suis dit, pour être légitime dans mon travail, il faut que tu guérisses. Tu peux pas aider les gens si toi tu vas pas bien. Donc ça a été une motivation supplémentaire. Je me suis dit, faut vraiment que quand t'es ton BTS, tu sois bien, quoi. D'accord. Et que tout soit réglé, parce que sinon c'est pas possible. Donc ça a été une force supplémentaire. Bien sûr. Ça a été, une motivation supplémentaire plutôt pour aller mieux. Je me suis bougé le cul. Et ça aussi, c'est hyper important de le souligner, c'est que je me suis bougé le cul. Ouais. Tu vois, je pense que là, je parle de mon cas, mais dans tous les cas, quand tu veux te sortir de quelque chose, à un moment donné, il faut te faire violence. Je pense que tu te réveilles pas un beau matin en te disant ah bah tiens, aujourd'hui ça va mieux, tout va bien, tiens, j'ai envie de manger, j'ai plus du tout de problème, tout va bien. Non, c'est chaque jour en fait ça a été d'une violence pour me faire violence, et puis au bout d'un moment il y arrive un jour où c'est un peu moins pire, et puis un jour c'est un peu mieux, et en fait bah tu t'es sorti de là. Et puis bien sûr il y a des rechutes qui sont de plus en plus espacées. Tu vois, le but c'est pas qu'il y en ait plus, c'est qu'elles soient de plus en plus espacées, et que au bout d'un moment, t'y penses même plus. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Et accepter aussi, faire face à ses peurs, faire face à ses doutes, et accepter le fait, malgré le fait que tu sois dans un processus de guérison et de reconstruction, accepter le fait que parfois ça aille pas, et que t'aies pas le moral, et que t'aies une rechute, sans te sentir coupable. J'imagine aussi que ça doit être un processus psychologiquement. Ouais, exactement, parce que j'en ai eu des rechutes, j'en ai eu des moments où même je me suis fait vomir en loose day. J'ai même le souvenir d'une fois de mon copain qui me prend sur le fait en vacances, et en fait il m'a jamais vu. Et en fait, normalement ça fait 1 an que je vais mieux, et en fait je lui avoue que je continue à le faire. Et je me souviendrai toujours de ce jour qui, pour lui, ça a été très dur. En fait, il a vraiment été anéanti de ça, et même de me voir, ça a été très difficile. Et il m'a fait me promettre de jamais le refaire. Mais bien sûr, il y a eu des rechutes. Oui, la guérison, c'est pas linéaire. Tu passes pas de 0 à 100% en fait. Bien sûr. Et puis, il y a eu ce genre de rechutes. Il y a eu aussi des rechutes où j'étais pas bien, où j'étais mélancolique, où j'en avais marre de la vie. Mais en fait, ça s'est passé au fur et à mesure. Et puis au fur et à mesure, je trouve aussi d'autres raisons de me construire mon bonheur. Parce qu'il y avait ça aussi, c'est que j'avais pas de motivation, j'avais pas de but, de hobby, et en fait au fur et à mesure je me suis créé mes raisons de vivre, tu vois. C'est magnifique ce que tu dis, parce que justement ça te permet d'aller au bout de ce BTS. J'avance un peu, la période aussi où on se rencontre, où tu montes ton cabinet. C'est une anecdote que je trouve très cool, ça, parce que finalement, c'est via ton compagnon qu'on fait connaissance. Qui, lui, te connaissait depuis plusieurs années déjà. C'est fou, c'est marrant. Je pense même qu'il connaissait avant que nous, on se connaisse. Il devait te connaître depuis, je sais pas, depuis le début où tu étais sur les réseaux, quoi. C'est marrant, ça. Donc, il me suivait sur Insta, c'est ça, hein. Tu me dis si je me trompe, parce qu'on en avait parlé brièvement. Et un jour, il te dit, contacte-le. Je sais même pas pourquoi. Parce que t'étais sur Metz et moi aussi, et que t'étais coach et que moi j'étais diète, et en fait il dit, on parle de toi, et puis je dis ce serait pas mal qu'on se rencontre, qu'on mette nos connaissances en commun et tout. Il dit envoie-lui un message. Je dis mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, il a je sais pas combien de milliers d'abonnés, rien à faire. Il dit t'en sais rien, tente. Et puis au pire il te répond pas, ou il te dit va te faire foutre, et puis ça change pas ta vie, hein, la Terre elle tourne toujours dans le même sens, hein. Du coup je t'ai écrit, et un peu au culot, je crois que je t'ai dit salut, moi c'est Nouchka, je suis diététicienne, j'habite à Metz, si jamais tu veux qu'on aille boire un verre, ce sera avec plaisir. J'ai dû te dire un truc comme ça. Exactement. Et ce qui est assez fou, comme quoi les planètes s'alignent, c'est qu'à ce moment-là je suis en train de construire un programme en ligne, pour la petite histoire, et qui s'appelle Performance. Et je cherche désespérément une diététicienne pour m'assister sur la partie justement nutrition et diététique, pour créer notamment un e-book pour le programme, parce que de 1, je n'en ai pas les compétences, ce n'est pas mon métier, et de 2, ça prend énormément de temps et je peux pas tout faire. Et en fait, alors que je suis en train de évidemment créer, concevoir ce programme avec une date de sortie et tout, un jour j'ouvre cet Insta et je vois ton message. Je dis, mais attends, c'est complètement dingue. Et puis, je regarde un petit peu forcément ce que tu fais. Et puis, même au-delà de ça, j'essaie de ne pas me baser sur ce que je vois sur ton Insta. Je me dis, oui, bien sûr, évidemment qu'on va aller se rencontrer et qu'on va aller boire un café. Et puis, tu vois,
move forward, comme j'aime bien dire quelques années plus tard. Aujourd'hui, on est là parce que justement, à cette époque-là, et ça, c'est important pour moi que je le dise pour nos auditeurs, tu me racontes, alors avec moins de détails qu'aujourd'hui, mais toute ton histoire, et j'ai les larmes. Tu te rappelles de ce moment-là? On est face à face dans le café, et j'ai les larmes. C'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un, une survivante, voilà, une survivante de la vie, qui a envie de maintenant croquer la vie à pleines dents, de faire plein de choses, qui est bourrée d'ambition. Moi, ça me touche. Je suis très, très touché par ton profil et par ton parcours. Et je te dis, mais fuck, oui, bien sûr qu'on va faire quelque chose ensemble. Parce que pour moi, c'est absolument hors de question de monter un projet avec quelqu'un avec qui je ne pouvais pas avoir de vrais liens de vie et un vrai, des atomes crochus et un feeling, quoi. Et donc, s'en est suivi cette collaboration pendant plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années. Qui a été mon premier gros projet, finalement. Ouais, c'est fou. C'est vrai. Hein. Ouais, c'est fou. Et puis à l'époque, chose qu'on n'a pas dit, c'est quand même que moi, à l'époque, j'ai même pas 3000 followers, quoi. Ouais, ce qui est maintenant, t'as plus du double que moi. Donc ça, en fait, je suis personne en fait sur les réseaux à cette époque, et c'est pour ça que je me dis, il va même pas ouvrir mon message, j'en ai rien à foutre. Et donc ouais, à cette époque, j'ai même pas 3000 followers. Et du coup, tu vois, t'as été un des premiers, comme je te disais, qui m'a fait confiance, qui a regardé derrière ce que certains peuvent voir aujourd'hui, tu vois, juste le nombre d'abonnés et la notoriété, même si aujourd'hui c'est j'ai pas non plus une grosse notoriété, mais tu vas voir, déjà plus qu'avant. Au-delà de ça, même si c'est pas la course aux followers, etc. Et moi, tu sais, j'ai un rapport très particulier avec ça. Ça va être exponentiel, ce qui est en train de t'arriver. On y reviendra dans le dernier chapitre du podcast, parce que voilà, il y a eu une explosion. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, de 1, et encore maintenant, je me base pas sur le nombre de followers, parce que ça veut rien dire, tu le sais autant que moi, mais je me base déjà sur la personne, sur la qualité de la personne que j'ai en face de moi, sur ce qu'elle a dans le coffre. Moi, c'est ce que j'aime dire. Et puis aussi sur les compétences et l'envie et les ambitions. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, comment dire, certains vont le juger comme de la prétention, et je m'en fous, c'est mon podcast, je dis ce que je veux, mais je sens que j'ai quelqu'un en face de moi qui va cartonner. Je peux pas te dire pourquoi, parce que au-delà du fait que ton histoire de vie me touche, je sens aussi quelqu'un qui a tellement d'ambition, qui a tellement d'envie et qui travaille tellement, parce que voilà, on saute des chapitres un peu, c'est pas grave, on dérive, mais tu ouvres 2 cabinets, tu ouvres un cabinet à Metz, tu ouvres un cabinet à Nancy, tu fais des formations, tu commences à créer beaucoup plus de contenu sur les réseaux, tu bosses non-stop. Et en plus, moi, je te sollicite pour faire un e-book de nutrition, pas 2 e-books de 100 pages chacun. Je te pousse un petit peu aussi dans tes retranchements, les deadlines, Nouchka, faut qu'on finisse, faut ça. Je suis un peu chiant, je suis clair, parce que je suis quelqu'un d'aussi très, très difficile et très pointilleux quand vient l'heure du travail. Et tu es toujours là au répondant, tu es toujours là, en plus tu fais du sport, enfin voilà, donc moi je sens quelqu'un de... Voilà, et je suis pas étonné de t'avoir encore aujourd'hui au niveau auquel tu es, et je te l'ai dit en off et je te le redis en live, c'est que le début, j'en suis persuadé, parce que pour moi, le travail finit toujours par payer, la passion, l'envie. Donc voilà, c'est assez fou, et je suis content, je voulais qu'on parle de cette anecdote, parce que on rigolait sur ça avant qu'on commence. On se disait, mais tu vois, il y a 4-5 ans, tu nous aurais vu faire ce podcast aujourd'hui. Et puis tu m'as dit un truc qui est très juste. Et je pique tes mots, parce que c'est ta phrase. Et tu m'as dit, tu verras, dans 5 ans, on reparlera de ce moment-là en se disant, tu te rappelles, il y a 5 ans, tu vois. Ouais, il y a toujours vrai. des évolutions, parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui a beaucoup cliqué entre nous. C'est ce caractère de l'ambition, de l'entrepreneuriat, de vouloir avancer, de vouloir faire bouger les choses, de vouloir éduquer, aider un maximum de personnes à notre petit niveau, essayer de faire bouger les choses, tu vois, toi dans ton milieu, moi dans le mien. Et puis c'est vrai qu'il y a eu ce clic, donc ça c'est assez génial. Et puis il y a aussi une dernière partie de ton parcours qui est assez récente, c'est ton départ. Oui. Ton départ de Metz, malgré le fait que tu aies ces 2 cabinets, que les choses avancent bien pour toi, que ton carnet d'adresses se remplit, tes rendez-vous, ça devient très difficile. Tu décides aussi, je pense, et par rapport à ta qualité de vie, mais aussi ton sport, de partir en Haute-Savoie. Ça, c'est en 2022. Tu nous racontes ? Ouais, c'est ça. En fait, en 2021, on a fait quelques week-ends avec des copains, puis avec mon conjoint en Haute-Savoie. On se sentait bien, en fait, tout simplement, là-haut. Entre 2020 et 2021 même. Et en fait, on y allait même pour travailler, tu vois, pour se faire des petites retraites et puis travailler sur nos projets. Et en mai 2021, je me souviens, même en avril 2021, on est dans un logement, c'était où ? C'était
col du Marais, je crois, dans le 74, Ok. un peu au sud du lac d'Annecy. Et en fait, on est dans la chambre et puis je lui dis, ce serait quand même cool d'habiter là. Et il me dit, bah vas-y, viens, on se laisse 6 mois. Le temps de tout booker, Génial. en fait. Le temps de chercher. Et en fait, à partir de ce moment-là, on rentre et je faisais que de regarder les trucs sur le Bon Coin, en fait. Oui, parce que dès que tu as une idée en tête, il faut y aller. Bah, c'est simple, ouais. Ouais, Moi, je je suis me voyais pareil. le lendemain dans mon appart, quoi, Je suis tout comme toi pour simplement. ça, bien sûr. Et du coup, dès le lendemain, en fait, j'envoie des messages, copier-coller, et je me dis, pousse pas, au pire, même si on a dit qu'on partait dans 6 mois, on loue déjà un truc, en fait, c'est pas grave. Et puis, en fait, moi, j'avais 2 cabinets qui marchaient très bien. Hein. Bah oui, mais si Donc, c'est ce que t'étais blindé de rendez-vous. donc c'était aussi un risque de mon côté. Et puis, en fait, à Noël, je crois, je reçois un message. Bonjour, êtes-vous toujours intéressé par l'annonce? Et en fait, l'annonce avait été supprimée. Et puis moi, j'avais envoyé, je pense, 500 messages. J'ai dit, par contre, pardon, je ne sais plus de quelle annonce il s'agit. Bref, en fait, les locataires s'étaient désistés. Et puis, en fait, il y avait un logement qui était dispo. Le lendemain, on fait la route aller-retour La vache. pour voir le truc. Parce qu'en fait, faut savoir que c'est hyper chaud de trouver un logement en ce moment là-haut. De plus en plus de personnes veulent y aller. Et puis en tant qu'entrepreneur, c'est difficile parce que souvent on te demande ta fiche de paie, combien tu gagnes par an, etc. Là, on est arrivé là-haut, on a visité le truc, c'était génial, perdu dans les montagnes. Moi, j'adore ça. Et puis en fait, la meuf, notre proprio à l'époque nous a rien demandé. Elle nous a juste dit bon bah ça vous plaît, ok bah trop bien, on signe le bail dans un mois quand les autres locataires partent quoi. Magnifique, elle a eu le feeling. Voilà, elle nous a même pas demandé ce qu'on faisait comme métier et tout. C'est dingue, ça. Elle a un resto justement, donc c'est une entrepreneuse aussi qui doit avoir 5 ou 6 ans de plus que moi, je pense. Donc c'est une jeune aussi. Et début janvier, on y était quoi. C'est magnifique. Donc ouais, je me rappelle qu'à cette époque-là, il y a des allers-retours, même pour ton conjoint qui travaille encore à Metz. C'est ça. Il y a cette période un petit peu de transition qui est pas toujours évidente parce que tu dois développer une nouvelle activité. Tu commences le consulting en ligne aussi, beaucoup, les visios. D'ailleurs, je t'envoie tous mes élèves en visio. Pour ceux qui nous écoutent, à mon avis, ils vont être très contents d'entendre ton histoire. Et puis, aussi, tu développes encore cette passion pour le trail aussi parce que tu es en montagne maintenant, tu es dans le fief un peu, on va dire, en France de cette activité-là. C'est ça. En fait, moi, j'aimais pas spécialement le trail. J'avoue qu'en habitant à Metz, du coup, j'avais pas pensé à développer cette passion. En fait, j'arrive chez moi et c'est simple, pour pouvoir courir sur du plat, il faut que je prenne la voiture. Ouais. Donc en fait, je me mets à courir en montagne, quoi. Et je me mets à adorer ça, à voyager en fait à chaque fois que je sors et à tomber amoureuse une fois de plus de ce sport, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, parce que c'est un sport qui est en plein essor et qui se développe énormément. Bien sûr, bien sûr. Mais littéralement, je tombe amoureuse de ce sport une fois de plus. Et du coup, ça se développe. Exactement. Et ça fait maintenant 1 an et demi ou ça fait maintenant. Ça fait depuis l'été dernier, donc voilà, 8-9 mois que maintenant je fais quasiment que ça. Quoi, que du triathlon aussi, tu touches un peu à ça. J'en ai fait quelques-uns, des longues distances surtout. Là, j'ai mis ça un peu en off pour le trail parce que je faisais les deux et c'était compliqué de faire les deux en fait, simplement. Bien sûr. Parce que déjà là, en trail, je m'entraîne 15-20 heures par semaine, donc si tu veux rajouter de la natation, de la course sur route et tout, c'est compliqué. C'est ça. Plus du vélo. Donc oui, mais j'ai fait quelques longues distances. En triathlon, en montagne surtout. Magnifique. Donc voilà comment est venu le trail un peu dans ma vie, quoi. C'est génial. Quel parcours, c'est fou. Tu vois, on reviendra sur certaines choses aussi dans ce prochain paragraphe. Je te l'ai dit, je l'adore ce prochain paragraphe, incertitude. Alors pour ceux qui écoutent le podcast depuis son lancement, à chaque fois je dis peut-être la même chose, mais voilà, mon invité n'est pas censé être au courant. C'est un paragraphe que c'est mon préféré. Parce que dans l'incertitude, il y a forcément les périodes de doute, les périodes qui sont difficiles. Tu as pu nous faire découvrir dans ton parcours et dans ta naissance, etc., toutes les périodes compliquées que tu as passées et qui ont fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui, qui ont forgé ta résilience, qui ont forgé ta force de caractère, l'envie d'en découdre et de t'en sortir. Et la réussite, en fait, elle provient de tous ces moments de galère, en fait, qu'on vit et on voit souvent ce qui brille et on oublie les périodes-là. Ouais, clairement. Il y a une phrase que j'aime bien et en fait, j'ai retrouvé ça sous un de mes anciens posts Facebook à l'Aviron.
on avait fait, je crois, 5e sur une finale des championnats de France et on n'avait pas fait podium du coup. Et j'avais noté je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais, c'est ça. C'est Nelson Mandela qui avait sorti cette quote. Ouais. Et c'est exactement ça qui définit ce paragraphe. C'est que les échecs, on les voit comme des échecs, surtout sur le facteur émotionnel, tu vois, sur le moment. Mais c'est ce qui nous permet de grandir, de réfléchir et d'avancer. Donc, ce paragraphe est très important pour moi. Pour le commencer d'une manière toujours assez fun, je t'ai préparé un questionnaire. Ok, je ne connais pas les questions. Tu ne connais pas les questions, évidemment, sinon c'est pas marrant. C'est un questionnaire que je l'ai appelé Diète et bordel. Okay. Parce que comme ce qui se pose dans ma tête, quoi. Et tu vois, exactement, et dans nos têtes à tous d'ailleurs, parce que voilà, moi c'est pareil. Il y a quand même toute une série de questions. Alors, pour le coup, comme c'est des questions, ça peut être soit une réponse vraiment question-réponse, soit je te mets en avant 2 choix et puis tu choisis l'un ou l'autre. Bref, c'est vraiment le bordel. Ok. Tu as 1 minute 30 pour répondre à ce questionnaire. Et puis pour nous mettre dans la vibe, je te mets le petit tic-tac dans les oreilles. Ok. Évidemment, c'est toujours la même gimmick. Pour se concentrer et spirituellement se mettre en phase avec ce questionnaire, on va inspirer à grands coups. Et puis dès qu'on inspire, je lance le timer et on est parti. T'es prête ? Prête. Inspire. Et c'est parti. Si tu devais choisir ton dernier plat, quel serait-il ? La pizza. Si tu dois faire un choix entre la course à pied, le vélo ou la natation ? La course à pied. Est-ce que tu pèses ce que tu manges ? Non. T'en as marre parfois de répéter 15 fois la même chose sur les réseaux sociaux ? Ouais, même 50 000 fois. 50 000 fois. Les régimes céto, le jeûne intermittent, etc., c'est des effets de mode ? Oui. La notion de 80% du résultat vient de l'alimentation, c'est du lard ou du cochon ? Ça dépend du sport. Ah, bien. À choisir, tu préfères une bonne pizza ou un bon burger ? Une bonne pizza. Je sais même pas pourquoi je te pose cette question. T'es plutôt fondue savoyarde ou raclette à l'ancienne ? Fondue. Ah, sérieux ? Depuis peu. Ah là là, sérieux ? Selon toi, on diabolise le sucre à juste titre ? Non. Ok. Les critiques sur les réseaux, tu t'en fous ou ça t'affecte ? Vraiment, sincèrement. Entre les deux. Ok, on y reviendra. La course de tes rêves, ce serait quoi ? Je ne sais pas. La Barclay. Oh putain, t'as vu la Barclay ? On en parlera d'ailleurs. Tes vacances idéales, ce serait plutôt un mojito au bord de la mer ou une rando en montagne ? Une rando en montagne. Ah ouais ? Ouais. Incroyable. Écoute, t'as répondu à toutes les questions. T'as répondu à toutes les questions. Trop bien. C'est fou. J'ai mis trop longtemps le timer. Regarde, il veut pas s'arrêter. Rapide. Non, franchement, génial. Bravo. C'est pas mal. On va revenir sur tout ça. Il va s'arrêter le timer. Vous inquiétez pas. Bon. Tu vois, j'aurais dû mettre des questions en plus, mais en fait, je pensais que tu allais mettre un peu plus de temps à répondre. Bravo. Alors évidemment, on va débattre sur tout ça. À commencer par la dernière question. Tu sais quoi ? Les gens vont dire pourquoi il nous a posé cette question ? Parce qu'évidemment, elle habite en montagne. Mais justement, parce que tu habites en montagne et que c'est ton quotidien, ouais. Je me suis dit, tiens, je vais lui lancer la perche avec le mojito à la plage. T'as pas envie des fois d'aller faire autre chose en vacances ? Pour moi, autre chose, c'est aller visiter, c'est aller me balader. Tu vois, je pense que je préfère aller faire une semaine de randonnée dans les Dolomites en Italie que aller me boire des coups aux Seychelles, quoi. Ouais, bien sûr, d'accord. Okay. Mais il y a toujours ce caractère actif, rando, nature. Même si c'est pas forcément rando, sport, ça va être des visites. Tu vois, moi, quand je voyage, je veux voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Je veux pas forcément rien foutre, quoi. Sinon, je vais dans mon jardin. Ouais, mais ouais, j'ai plus, ça me plaît plus. Tu vois, je suis plus attirée vers les pays montagneux et nordiques, que sur des îles paradisiaques ou quoi. Ok, ça marche. Ce qui est complètement cohérent avec ton style de vie actuel, évidemment. Le sucre, on le diabolise trop ? Ouais, trop. Alors bien sûr, faut pas non plus en abuser, mais je pense qu'on le diabolise beaucoup trop. Alors il y a sucre et sucre, bien sûr, mais les sucres, les glucides, globalement, ça représente quand même 50% de notre alimentation normalement, même pour quelqu'un qui fait pas forcément de sport, quoi. On utilise beaucoup pour faire fonctionner notre cerveau également. Notre cerveau qui est glucodépendant, donc qui fonctionne qu'au glucose. Alors les pro-kéto pourront dire que le cerveau peut aussi fonctionner au corps cétonique, ce qui est vrai, bien sûr, mais on va pas commencer à rentrer dans un débat sur le régime cétogène. Si, on va y rentrer, moi ça m'intéresse, on s'en fout. Ouais, bien sûr. Justement, en parlant du régime céto, le jeûne intermittent, quand je te parle des effets de mode, c'est aussi selon moi, pour ça, je pense qu'on est sur les réseaux. Alors après, tu vas me dire,
finalement, on fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on donne notre avis, on essaie de donner des conseils et on essaie de se battre un petit peu avec la masse populace des réseaux sociaux et toutes ces idées préconçues qu'on peut avoir. Alors, si je peux nuancer un truc, vas-y, tu nuance. vois, moi, je ne donne jamais mon avis. Ouais. Je dis ce que dit la science. Ouais, c'est ça. Mais okay. ça, c'est une grosse nuance à apporter parce mais que bien sûr. souvent, on me dit ouais, c'est ton avis, c'est pas le mien. Mais en fait, moi, je donne jamais mon avis. Je vais pas dire ce qui m'arrange. Je vais dire ce que justement l'idée que je me fais de ce que je lis de la science. Mais t'as raison de me corriger sur ça parce que c'est vrai que tu te bases beaucoup sur la science et sur les faits. Tu restes factuel finalement sur ce que la science nous dit, même si la science évolue. Bien donc sûr. d'où l'importance de pouvoir rester à jour aussi sur. Ça m'arrive de temps en temps de m'en mettre en question, de revenir sur les trucs avec lesquels je suis plus forcément en phase. Et j'ai aucun problème avec ça. Je pense qu'il vaut mieux avouer que t'étais dans le faux à un moment donné et puis te remettre dans le droit chemin que rester campé sur tes positions coûte que coûte à t'auto-persuader que quelque chose est vrai alors que c'est pas vrai, quoi. Bien sûr. Alors comment tu fais toi dans ton taf justement quand tu prends quelqu'un, même ça peut être peut-être même des élèves que je t'ai envoyés en consulte qui ont ces idées préconçues ou qui se disent moi je suis jeûne intermittent, ça me convient bien, moi je suis céto, ça me convient bien. Et pourtant, tu sais que toi, il y a peut-être des incohérences sur leurs dépenses énergétiques, sur leurs pratiques sportives qui font qu'au niveau alimentation, ça ne suit pas forcément. Quelle est ta méthode pour essayer de faire changer un peu les choses ? Après, si ça leur convient et que c'est pas dangereux, je vois pas toujours d'intérêt à changer. Tu vois, quelqu'un qui va faire le jeûne intermittent, il n'y a pas de problème à faire le jeûne intermittent. C'est juste que si tu veux faire le jeûne intermittent pour que ce soit révolutionnaire dans ta vie, ça va pas révolutionner ta vie. Mais par contre, si c'est quelque chose qui te convient et qui est en phase avec ton mode de vie pour plein de raisons, et que à côté tu arrives à combler tes besoins et voilà, à ajuster tes besoins par rapport à tes dépenses, il n'y a pas de problème, quoi. C'est toujours une question d'équilibre. Exactement. Ok. Tout à fait. Trop bien. Quand je dis t'en as marre de répéter 15 fois la même chose sur les réseaux, c'est parce que effectivement, moi je sais pas si tu as ça aussi, moi ça me le fait à mon niveau, dans ce que j'aborde moi sur mes réseaux. On a ces questions récurrentes qui reviennent tout le temps et tout le temps et tout le temps sur les mêmes sujets et on a beau faire parfois 15 posts, 20 posts, 30 posts, 60 stories. Alors déjà il y a une chose qui se passe sur les réseaux, il faut le savoir, enfin, tu le sais autant que moi, c'est que les gens ne cherchent plus, hein. C'est-à-dire qu'ils vont pas s'amuser à remonter dans un feed. Le nombre de fois où on m'envoie t'as fait un post sur ça ? Et je réponds il est sur mon feed. Ah ouais, mais j'ai pas le temps de chercher, envoie-moi. Ouais, mais en fait, j'ai pas que ça à faire en fait. Tu vois, j'ai une vie aussi. Les gens se rendent pas compte qu'en fait on t'envoie 100 fois le même message par jour. Ouais, et puis les gens se rendent pas compte qu'on aborde très régulièrement sous toutes leurs formes des sujets qui sont finalement similaires et qui se rejoignent pour essayer de toucher l'audience. Toi, des fois, ça te saoule ? T'as le sentiment que. Je dis pas que tu perds ton temps, mais que ça te frustre ? Alors, ce qui peut me saouler, c'est que franchement, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui s'intéresse un peu à la nutrition sportive et qui veut améliorer ses perfs grâce à la nutrition, il va sur mon compte, sans te mentir, il a tout ce qu'il faut. Tu cherches un peu, tu as l'info gratuit et tu as vraiment beaucoup d'informations. Bien sûr. Voilà, faut juste prendre un peu le temps de fouiller, mais quand tu es un peu curieux, tu as tout ce qu'il faut. Et puis d'ailleurs, j'ai plein de personnes que j'ai pas en consulte et qui m'envoient des messages en mode ça y est, j'ai fait telle ou telle course, j'ai appliqué tes conseils, ça s'est super bien passé, tu vois, en fouillant un peu, en se faisant son... Mais le problème, il vient de là, je me permets de rebondir sur fouiller. C'est-à-dire, ça veut dire être patient, ça veut dire prendre le temps. Mais non, les gens veulent l'information compliqué tout avec, de suite. J'aime pas l'appeler comme ça parce qu'on aime aussi les réseaux sociaux pour tout ce que ça apporte de génial, et on y reviendra notamment dans ton évolution. Mais la génération TikTok post qui dure 4 ou 5 secondes devient très compliqué dans l'aspect de la mode de scroller, tu vois. Donc encore plus d'aller scroller dans un feed pour chercher un post que tu as fait il y a peut-être 2 mois. Il faut prendre le temps de lire la légende, il faut prendre le temps de regarder. C'est très compliqué. Donc c'est pour ça que je voulais te poser cette question-là. Tu arrives quand même à prendre du plaisir malgré tout. Bien sûr, je prends du plaisir. Et puis après, alors voilà, on parle de ces personnes qui n'ont pas forcément envie de fouiller, mais après, il faut aussi partir du principe qu'il y a des gens qui découvrent ton compte, qui savent pas forcément de quoi t'as parlé. Et puis en fait, comme dans tout, tu vois les journalistes, tu vois n'importe qui dans son domaine, ils rabâchent. Hein. Mais bien ils sûr, rabâchent, ils ont des éléments de langage. Moi, voilà, il y a des choses, je sais que j'en parle toutes les semaines, mais c'est pas grave parce que les gens ne voient pas tout, ne lisent pas tout, n'écoutent pas tout. Et puis parfois, ce qui est logique pour toi, n'est pas forcément pour tout le monde. Donc non, j'ai pas de problème je sais de toute façon qu'il y aura toujours des gens qui arrivent sur mon compte, du coup, qui sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé quelques mois avant. Donc non, c'est pour ça, ça c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est quand t'as pas envie de chercher, quand voilà, tu penses que tu es seul au monde en fait à envoyer un message à quelqu'un sur Instagram. Ça c'est un vrai problème. Et puis moi ça m'arrive, je peux pas répondre à tout le monde en fait, simplement parce que sinon j'ai plus de vie et je produis plus.
Ça aussi, parce que c'est gratuit le contenu sur Instagram, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et on n'est pas rémunéré pour ça, la Bien plupart sûr. du temps. Et c'est pour ça que c'est un paradoxe qui me fait sourire parfois quand certaines personnes s'insurgent du fait qu'on peut être rémunéré pour des partenariats, qu'on peut avoir des marques qui collaborent avec nous et qui nous payent. Ils se disent, oh là, t'es tombé là-dedans. Oui, mais il y a aussi à un moment donné. Il faut vivre, hein, quoi. Il faut vivre. Moi, je trouve que c'est jamais des. Je sais pas si tu t'es déjà vraiment fait cette réflexion-là. Mais on reproche jamais ça aux sportifs de haut niveau, qui ont des salaires de malades, qui signent avec des marques dont je tairai le nom, que ce soit des marques de shampoing jusqu'aux marques de Kinder, tu vois, et qui prennent des millions tous les ans. Personne ne s'insurge de ça, mais quelqu'un qui se bat sur les réseaux sociaux pour se faire une place. Alors, au-delà de se faire une place, déjà, revendiquer un petit peu son savoir et puis essayer d'éduquer les gens, partager des contenus, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier que c'est une passion. C'est-à-dire créer de la vidéo, du contenu, c'est une passion. Et puis qui t'amène progressivement c'est le fruit de ton travail et de tout le temps que tu as passé à pouvoir séduire des marques au point de gagner un petit peu ta vie grâce à ça. Moi, je trouve que c'est un juste retour des choses quand c'est bien fait, évidemment. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on peut justement proposer du contenu qui est gratuit, c'est parce que derrière, on peut gagner notre vie autrement. Enfin, tu vois, si on faisait que poster sur Instagram gratuitement sans rien en retour, en fait, non, on ne pourrait pas, tout simplement. Évidemment. Non, donc, mais je voulais mettre un point d'orgue à ça parce que des fois, c'est pas évident. Effectivement, les gens il y en aura encore des gens qui diront ça, mais bien sûr. Après, moi, tu vois, il y a aussi un truc, c'est peu importe la collaboration commerciale que je peux avoir, parce que maintenant on appelle ça comme ça, je ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de mes principes ou de mes idées, entre guillemets. Je ferai jamais un truc juste pour l'argent. Je refuse chaque semaine moult collaborations, justement, parce que ça me convient pas, parce que j'ai pas envie de faire une collab juste pour faire une collab, et que je veux que ça corresponde à mes valeurs, quoi. Bien sûr, mais c'est ce qui te fera durer, justement, sur la durée, tu vois. C'est de pouvoir continuer à faire ses choix et rester le plus sincère possible et droit dans tes baskets. Je voulais revenir sur un truc important. Quand je t'ai demandé, tu pèses ce que tu manges, tu m'as dit non. Non, mais c'est important parce qu'effectivement, notamment dans la préparation d'une compétition, on a besoin de surveiller ses apports, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, tant de fibres, etc. Finalement, comment tu fais pour pouvoir conseiller aux gens de se dire, ne t'emmerde pas à peser tes aliments, mais par contre, tu as besoin de temps? Non, mais c'est une question que je te pose parce que c'est un peu bateau. Mais... Ponctuellement, ça m'arrive parfois de peser, mais juste pour m'assurer que j'ai assez, en fait, parce que j'ai une grosse dépense énergétique. Et c'est simple, si je mange moins de 3000 calories, je perds du poids, moi. 3000, c'est ouf. Voilà, et même plus dans certaines périodes. Forcément, je fais beaucoup de courses à pied et je m'entraîne beaucoup avec beaucoup de dénivelé. Donc ça va vite. Et puis, je suis grande, je fais 1m80, donc ça joue aussi. Bien sûr. Donc parfois ça m'arrive juste pour m'assurer qu'il y a ce qu'il faut, parce que on sait, le principal risque de surentraînement, c'est la sous-récupération, donc ça passe par l'alimentation aussi. Et après, avec mes athlètes que j'ai en consulte, j'essaye la plupart du temps de ne pas faire peser, plutôt de partir de l'alimentation qu'ils ont, et puis d'essayer de corriger par rapport à ça. Tu te bases quand même sur le métabolisme de base de chacun, quand même, ou pas du tout? Ça dépend, tu vois, quelqu'un qui a un poids entre guillemets de forme et qui cherche pas forcément à perdre de poids, en fait on va juste adapter un peu dans l'assiette pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, mais on va pas forcément adapter les quantités, parce qu'on sait que les quantités actuelles lui conviennent et lui permettent de maintenir son poids. D'accord. Et puis généralement, dans 90% des cas, quelqu'un qui veut perdre du poids, t'as même pas forcément besoin de compter ou de peser ou quoi, parce que tu vois ce qui déconne dans l'alimentation. Bien sûr. Donc je pense que le comptage ou le pesage, je le fais avec peut-être 10% de mes patients, et encore. Parlons de pourcentage, justement, je te posais la question de, tu sais, cette fameuse notion 70-80% du résultat, elle vient de l'assiette, et tu m'as répondu, ça dépend du sport. Ouais, ça dépend du sport. Ça dépend du sport. Tu vois, là, puisqu'on est dans les sports d'endurance, les sports d'endurance et d'ultra-endurance, ça devient un concours de bouffe, concrètement, parce qu'il y a un moment où tu épuises tes réserves énergétiques, et donc si tu n'as plus ce qu'il faut, tu tombes en rate d'essence, concrètement. Là où sur un 10 km, par exemple, tu n'as pas besoin de t'alimenter, et donc c'est un peu moins ça a un impact un peu moins significatif. Et puis, si je prends d'autres sports... Musculation, prise de masse musculaire. Voilà, tous les sports où tu as un objectif corporel, les sports de combat, où tu cherches à optimiser ton poids avant une compétition. Donc voilà, en fonction des spécificités des sports, l'alimentation va être plus ou moins importante, quoi, mais de manière générale, pour le commun des mortels qui ont envie de faire du sport, comme tu le disais, pour des objectifs qui sont classiques, comme
la perte de poids, la perte de matière graisseuse, se définir, se tonifier un petit peu musculairement ou au contraire prendre de la masse. On est bien d'accord quand même que l'alimentation, le travail de l'alimentation, il est prépondérant. Oui, je suis d'accord. Okay. Tout à fait. Voilà. Et je dirais même avant le sport, quoi, en fait. Avant le sport, je le dis très souvent, si tu as envie de perdre du poids, c'est donc foncièrement la perte de poids, c'est de voir que ton poids diminue sur la balance avec tout ce que ça inclut, la masse hydrique, la masse corporelle de manière générale. On ne va pas trop rentrer dans la science. Ça se passe d'abord dans l'assiette, on est bien d'accord. Ouais. Là où, à l'inverse, pour les sportifs, si tu veux être bon dans ton sport, il faut pratiquer ton sport. Exactement. Tu vois. Exactement. Non, mais il y en a beaucoup qui l'oublient, qui optimisent tous les petits facteurs. Ça fait un vélo à 10 000 balles et puis ils mangent du quinoa, tu vois, et puis à côté, ils vont pas s'entraîner. Ouais, ils vont s'entraîner une fois sur 3, bien sûr. Mais t'as raison. Ok, super. Écoute, tu m'as parlé de la course de tes rêves aussi, la Barclays. En fait, je savais pas quoi te répondre parce qu'en fait, j'ai déjà répondu à cette question en mode j'ai pas de course de mes rêves parce que. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je vais changer ma réponse. Vas-y, change ta réponse, on s'en fout. J'ai dit la Barclay parce que là, c'était il y a 2 jours et puis en fait, je trouve cette course incroyable. Ouais, tellement donc, voilà, la première femme qui finit là dernièrement cette course qui est complètement dingue. Pour faire un rappel, en gros, c'est une course de 5 boucles. C'est à peu près, c'est plus de 200 bornes, je crois, 210 bornes et 20 000 de D+. Tu l'as fait dans un sens, dans l'autre, tu passes par les ronces, par les canyons. Bah, c'est pas balisé, t'as pas le droit d'avoir de téléphone ou de GPS et en fait, c'est créé par un fou furieux, un Américain et ça a été créé, j'ai appris ça parce que je crois qu'il y avait un prisonnier qui s'était évadé de la prison. On passe devant la prison en fait dans la course et en fait, ils ont mis 55 heures à le retrouver en faisant genre je sais pas 13 km quoi. Enfin, tu vois. Incroyable. Tellement c'était impossible de progresser. Et donc en fait, c'est justement suite à ça qu'ils ont créé ça, il me semble. Regardez ce documentaire Barclays Marathon sur Prime, je crois, qui va vous permettre de découvrir cette course et l'envers de cette course qui est juste ouf. Donc ce serait quoi du coup alors? Et bah du coup la course de mes rêves, ce serait le Norseman. Donc c'est considéré comme le triathlon le plus dur du monde. C'est un Ironman en Norvège où tu nages dans les fjords. Voilà, où tu pars à 4 ou 5 heures du matin dans une eau qui est à moins de 10 degrés. Après, tu fais du vélo, t'as beaucoup de dénivelé et puis tu finis par un marathon où genre seulement les 100 premiers ont le droit de monter. Et bien sûr, le marathon est en montée. Donc voilà, ça c'est une course assez emblématique, je trouve. C'est un tirage au sort, donc je pense que à partir du moment où je déciderai de mettre mon nom dans le truc, il se passera quelques années en le mettant tous les ans. Prépa et puis de confiance en toi aussi. Tu vois, il y en a qui ont envie de faire des brunchs Netflix le dimanche et on a Anouchka qui veut aller dans une eau à 4 degrés dans les fjords. J'adore. Voilà, je pense que ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire dans ma vie quand même et qui me permettra de revenir aussi au triathlon parce que même si aujourd'hui je fais du trail, un jour je pense que je reviendrai au triathlon justement pour ça parce que ça, c'est un truc c'est une course que j'aimerais beaucoup faire. Magnifique. On enchaîne du coup avec les passages d'incertitude. Tu me parles de sport de haut niveau, pour pas dire très haut niveau, ce qui va nous permettre de revenir sur l'aviron. Ouais. Ça te tenait à cœur de repartir sur ça, donc un sport que tu as touché au très haut niveau à un jeune âge, très jeune âge, même dès 11 ans, qui t'a amené jusqu'à des titres nationaux. Mais tu me dis aussi que c'est une période... le haut niveau qui te plonge dans une incertitude incroyable. Tu peux nous en parler? Ouais, parce que comme je disais, on mettait beaucoup d'attentes sur moi. Tous les entraîneurs que j'ai pu rencontrer mettaient beaucoup d'attentes sur moi. Dans 2 ans, elle est en équipe, machin et tout. En fait, je me suis mis beaucoup de pression et j'ai jamais réussi à aller au niveau qu'on attendait de moi. Et moi, j'ai toujours rêvé d'aller en équipe de France, d'être championne du monde un jour. Aujourd'hui, je vois là cette année des filles qui faisaient de l'aviron avec moi et que j'ai pu battre à un moment donné, qui vont au JO cette année. Alors, je suis hyper contente pour elles de suivre ça, c'est trop cool. Mais j'ai toujours ce petit pincement au cœur quand même. T'as des regrets encore? Ouais. Alors, c'est pas vraiment des regrets parce que c'est la vie, c'est comme ça et de toute façon ça aurait pas pu se passer autrement vu tout ce qui s'est passé et puis en plus de ça je pense qu'aujourd'hui ça me permet d'avoir une force mentale qui m'aide dans mon sport et dans mon travail aujourd'hui, donc quelque part ça m'aide aujourd'hui, je vois le truc comme ça. D'accord. Mais j'aurais toujours ce petit pincement au cœur de pas avoir pu faire ça parce que j'ai vécu pour ça pendant des années en fait. D'accord. Et à cette époque-là en fait, du coup, ce haut niveau, qu'est-ce qui te plonge dans ces incertitudes, cette incapacité à passer à l'étape supérieure, c'est ça? C'est ça, c'est qu'en fait d'année en année, je vois là où je dois aller et j'y vais pas quoi, et j'arrive pas et en fait je me foire. En fait, je suis très bonne sur les entraînements et arrivé au moment de la compétition, je me plante total. Je rentre dans ma chambre d'hôtel. Je m'ouvre les veines, enfin vraiment c'était ça littéralement. Je rentre chez moi, je me gave de médoc pour me punir, tu vois, c'était vraiment ça à cette période. Ce rapport aussi, ce que tu me disais,
la place que tu as dans cette vie, etc. Ça, c'est aussi cette remise en question à ce moment-là qui fait en sorte que tu plonges ou... Ouais, c'est ça. C'est parce qu'à part l'aviron, j'avais rien d'autre en Ouais. fait. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre si j'ai pas ça et Ok. si j'y arrive pas, tu vois? Parce que moi, mes plans de vie, c'était juste ça. J'avais juste un plan A et je savais pas quel était mon plan B, quoi. Si mon plan B, c'était l'armée, tu vois. Ouais, Mais ouais. j'avais quand même dans ma tête, je me voyais vraiment faire du haut niveau à l'international en aviron, quoi. C'était mon vœu le plus cher. Et puis après, bah oui, quand je parle de l'incertitude de qu'est-ce que je fais dans cette vie, c'est surtout sur mon lit d'hôpital où je me suis dit putain, mais qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu vas faire et quel est le projet pour toi, quoi, finalement. Quel est le but? C'est ouais, quel est le but de la vie? J'en trouvais pas. Puis c'est des périodes qui sont quand même relativement longues, quoi. Il se passe des mois où ça va pas, et puis Ouais. ça va à nouveau, et tu replonges, tu vois. Tu me parles de l'armée. Finalement, tu te dis quand tu intègres l'armée que tout va bien, parce qu'en plus, tu fais ta place en tant que nana. Tu me Ouais. reparles de, voilà, tu mets à l'amende tous les mecs, etc. Tu rentres dans un régiment, et puis malgré tout, il y a cette rechute. C'est toujours ce rapport à la place que tu occupes sur cette planète. J'ai eu l'impression d'avoir que des échecs dans ma vie, quoi. C'est vraiment, hein, j'ai eu cette impression-là que j'arrivais à rien faire et que j'étais bonne à rien, quoi. Donc, Incroyable. et aujourd'hui, c'est paradoxal parce que aujourd'hui, je suis hyper fière de tout ce que je fais. Ça me Je fait trouve plaisir que, de je trouve que t'entendre je dire suis ça. à ma place, que j'ai travaillé pour ça, mais que je suis assez douée dans ce que je fais d'un point de vue professionnel. Moi, je vais te dire très doué dans ce que tu fais, parce que voilà. Et je pense que je suis là où je dois être, quoi. Bien sûr. D'un point de vue pro. Bien sûr. Après, d'un point de vue sportif, voilà, les choses sont comme ça. On va pas refaire le monde de toute façon. Mhm. Ça me permet de découvrir d'autres choses, de m'épanouir différemment. Bien sûr, j'ai toujours cette notion de compétition et de dépassement et de faire du mieux que je peux, Mhm. même si c'est plus vraiment le même niveau et que je ferai sûrement jamais du haut niveau dans le trail. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'ambitionne de toute façon. Et puis l'aspect professionnel prend tellement de place. Mon travail est plus une passion que mon sport en fait aujourd'hui. Ouais, bien sûr, bien Donc sûr. j'ai pas envie de le sacrifier pour le sport. Mais voilà, avant, en fait, tu vois, je reviens à mes initiales et quand je disais qu'il y avait eu 2 périodes dans ma vie où j'avais l'impression de renaître, j'ai l'impression d'être né une deuxième fois il y a même pas 4-5 ans, quoi, tu vois. C'est génial. Et en fait, j'ai l'impression que les 20 premières années de ma vie, juste je survivais, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et que j'ai vraiment découvert qui j'étais et ce que je pouvais faire il y a quelques années. Et que je continue de me découvrir. Parce que tu vois, chaque jour, je découvre un peu des facettes de moi et je me dis qu'en fait, je suis capable d'aller où je veux si je m'en donne les moyens. Bien sûr. Et puis, enfin voilà, je suis un peu plus âgé que toi, on va dire comme ça. Mais le travail sur soi, c'est le travail d'une vie aussi, tu vois. Ouais, donc toi, tu es passé par des réels extrêmes, hein, des vraies périodes de haut, des vraies périodes de bas, etc. Donc tu es passé par des extrêmes aussi. Chacun à notre niveau, à nos niveaux, on l'a vécu aussi, des périodes de doute, des périodes où on est moins bien. Mais je peux te garantir que même si je suis un peu plus âgé que toi, on travaille constamment sur soi. Pour continuer à apprendre, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on pense comme ça, qu'est-ce qui fait que voilà, on a envie de ça et plus de ça. Enfin, c'est un travail d'une vie. Hein. Justement, ça me fait penser à une phrase de mon copain, justement, parce que moi, je suis toujours pressée. Quand j'étais petite, il me fallait tout de suite, tu vois. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, un peu moins, parce que forcément, je suis plus responsable et ça dépend de moi, donc c'est plus mes parents qui me donnent quelque chose. Mais généralement, il me faut tout de suite. Et du coup, lui, il me dit... Mais en fait, vois la vie comme une montagne et le but, c'est pas le sommet, c'est toute la rando que tu vas faire. Et le sommet, en fait, une fois que tu es au sommet, il se passe plus rien parce que tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Ouais, donc en fait, tu as juste à aller monter une autre montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est tout le trajet que tu vas faire, les animaux que tu vas croiser, les paysages que tu vas découvrir. Bien sûr. Et en fait, j'essaye de faire cette analogie dans ma vie, de me dire que ce qui est cool, c'est tout le chemin que tu fais pour arriver à un moment. Et en fait, ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas l'accomplissement. Mais je suis d'accord avec toi. Et puis, pour être encore plus dans l'image et dans la métaphore, qu'est-ce qui se passe quand tu es au sommet ? Ouais, c'est vrai. Tu redescends, en fait. Exactement. Et puis, tu n'as qu'une envie quand tu redescends, c'est de rentrer chez toi parce que tu es crevé. Donc, le plaisir, c'est la notion de découverte, le chemin, comme tu dis, les obstacles, les moments où tu te dépasses, etc. Je suis tout à fait d'accord. C'était mon sujet de philo au bac, je crois, l'accomplissement du désir. Est-ce que ça efface le plaisir, tu vois ? Mais c'est vrai, parce qu'une fois que tu as atteint ton désir, le plaisir, il s'efface vite fait, quoi. Mais tout à fait, même dans le sport de haut niveau, hein, tu prends n'importe quel sportif de haut niveau. Moi, on est pareil, j'adore le sport de haut niveau, je suis beaucoup la NBA, Formule 1, j'adore, etc. Une fois que tu arrives au firmament de ta carrière, très souvent, ils disent qu'est-ce qui me reste, tu vois ? C'est vraiment ça. Et du coup,
on parle justement de firmament, on va parler de réussite, le paragraphe de réussite, parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux de t'entendre dire que tu es fier de toi et que tu te considères comme doué dans ce que tu fais. Alors moi, j'ai jamais peur de le dire dans ce podcast, et il y a un truc qui est toujours, je trouve, est-ce que c'est français, est-ce que c'est humain, je ne sais pas, c'est ce caractère d'humilité, etc. Mais on n'ose jamais dire qu'on est doué dans ce qu'on fait. Moi, je trouve ça très dommage. C'est pas du tout de la prétention. Affirmer des choses dont tu es convaincu, savoir que tu es doué dans quelque chose, c'est ce qui donne aussi confiance aux gens qui te suivent et qui font en sorte que tu avances, tout le monde avance dans le même sens. Donc ça te donne cette réussite dont on parle. Comme on le disait tout à l'heure, le départ en Haute-Savoie, les consultings en ligne, les formations, les stages, parce que maintenant tu fais des stages de trail, évidemment ton sport qui se développe avec toujours plus de courses, etc. Les formations, enfin ça fait des dossiers qui sont bien remplis. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça, parce que évidemment il y a la mise en place, on le disait tout à l'heure en début de podcast que tu travailles avec ton compagnon, ça a été une aide aussi incroyable pour continuer à te développer, notamment sur les réseaux, on y viendra dans le dernier paragraphe. C'est génial en fait de pouvoir toucher à ça. Tu as besoin de ces différents domaines pour pouvoir t'épanouir pleinement. Ouais, et au début, justement, on parlait des réseaux. Au début, c'était plus un jeu pour moi, une manière de transmettre un petit peu mes connaissances. Puis ça a vite pris. Et en fait, aujourd'hui, je vois ça, je me sens responsable de ce que je vais dire sur les réseaux. Je me dis que j'ai de plus en plus une force en fait de parole, et du coup que j'ai une responsabilité à me former et à être cohérente dans ce que je vais dire et à véhiculer les bonnes informations. Oui, parce que tu as eu une période, si on replonge vite fait dans l'incertitude, mais on n'y reste pas longtemps, où quand tu faisais des formations à 25, 26 ans, tu avais l'impression de ne pas être légitime. J'ai même pas 26 ans là. Ah, non, tu vois, il y a quelques années. Il y a quelques années, ouais, non, mais c'est un truc de fou, je dis n'importe quoi. Ouais, j'ai commencé à donner des formations, j'avais 21 ans. Ah, 21, pourquoi j'ai noté 25? Donc moi, en fait, au début, ça a été... Donc on m'a mis là, on m'a dit toi tu donneras des formations en gros. Donc au début, j'ai monté ma formation toute seule en quelques mois, et je savais que j'allais me heurter un peu Bien sûr. à l'âge en fait, à l'expérience, parce que forcément j'avais pas beaucoup d'expérience, j'avais la passion, mais forcément j'avais peu d'années dans le métier. Ouais, et là maintenant le fait de te sentir quelques années plus tard, on va dire, plus légitime maintenant sur les réseaux par rapport à ce que tu véhicules. Je suis toujours jeune. Ouais. Je pense que je suis une des plus jeunes formatrices, forcément. Mais de par les retours que j'ai, je sais que je suis légitime en fait. Ouais, c'est super. Je sais qu'aujourd'hui j'ai ma place, et je l'avais sûrement déjà avant, même si mes connaissances évoluent et que je deviens, mon bagage s'alourdit un petit peu de mes connaissances, mais oui, aujourd'hui je me sens légitime, ouais. J'ai plus ce syndrome de l'imposteur en fait. Je pense que j'ai montré que j'avais ma place et que je connaissais mon sujet et que j'étais là où je devais être, quoi. Et l'organisation de stages aussi, une nouveauté depuis quelques temps? Oui, c'est ça. Donc des stages Nutri-Sport. Donc on allie sport et nutrition. Donc l'an dernier, on a fait 3 stages Nutri-Trail. Un stage Nutri-Bike, donc vélo, et un stage Nutri-Zen, donc c'était pilates, rando, yoga, etc. Génial. Cette année, on refait 3 stages Nutri-Trail et un stage Nutri-Zen. Donc ça, c'est cool parce que ça me permet de me connecter un petit peu avec les gens. Parce que les réseaux, c'est cool, mais ça reste du virtuel, quoi. On se disait ça en off tout à l'heure, c'est qu'on a quand même ce besoin de connecter avec l'être humain de manière physique. C'est ça, surtout quand tu bosses de chez toi toute la journée. Moi, je suis tout le temps seule, quoi. Ouais. Et j'aime bien parce que je suis un peu casanière et la plupart du temps, j'aime être seule, mais ça fait quand même du bien de voir du monde et puis de connecter en vrai, quoi. Et puis des gens qui viennent pour toi, qui majoritairement aussi te suivent, qui sont donc en harmonie avec ce que tu véhicules, l'image que tu véhicules et puis les connaissances que tu transmets. Donc j'imagine que rencontrer ces gens, cette audience-là, et partager des super moments autour de la bouffe et du sport, tout ce qu'on aime, ça doit être génial. Franchement, le début de ces stages-là, c'est une de mes plus belles réussites professionnelles. Je me souviens que le premier stage, ça a fini, j'ai fondu en larmes. Ah c'est fou, ça me fait pareil. J'ai fondu en larmes et j'étais dans la voiture et je pleurais. Ah mais c'est très drôle parce que quand j'ai fini mes premiers stages au Portugal aussi, c'était pareil parce que t'es dans une espèce de bulle de bien-être de ouf. Ouais, et tu sais que tous les moments que t'as vécu,
en fait, ça n'existera plus jamais parce que ce sera plus jamais le même groupe dans les mêmes conditions. Exactement. Tu seras plus jamais avec les mêmes personnes au même endroit. Et en fait, c'est des moments qui, du coup, deviennent très précieux parce que tu sais que ça n'arrivera plus jamais. Et c'est ce qu'on n'a pas, malgré tout, dans le digital et dans les réseaux. Voilà, Ouais. c'est du virtuel. Je te disais tout à l'heure, l'aspect scroller, l'aspect, plus forcément le temps. Donc, nous, on essaie de se concentrer sur le côté, évidemment, positif de toutes ces choses-là. Mais il y a quand même ce manque, parfois, d'humanité et de connexion qu'on retrouve dans les stages. Tu arrives aussi à l'avoir dans les consultations que tu peux faire aussi, dans les échanges que tu peux avoir, les athlètes que tu suis. Ouais, alors la plupart, forcément, je les vois en visio, quoi. Donc, Ouais, mais certes, ça reste quand même quelque chose d'un peu plus concret que juste oui, poster surtout un que c'est reel. en one-one, quoi. Donc, Ouais. donc t'es que avec une personne et t'échanges avec une personne. Et puis forcément, même si je développe d'autres aspects de mon travail, notamment les réseaux sociaux, je veux quand même, j'ai à cœur de garder l'aspect consultation Bien sûr. parce que c'est important pour moi déjà de garder comment dire un aspect pratique, quoi, tout simplement. Bien sûr. Pour être légitime, je trouve que c'est bien. Et puis parce que j'aime quand même ça, quoi. J'adore ça. Parce que je sais que j'aide les gens sur Insta, mais c'est pas. Enfin, sur Insta, sur les réseaux, Ouais. mais c'est pas pareil. C'est Oui, pas. il y a l'aspect plus concret dans le Ouais. one-on-one ou dans le stage parce que je sais pas, il y a un truc un peu plus impactant. C'est pas, j'arrive pas à trouver les mots particuliers, mais Ouais, je tu vois. l'as vécu aussi, qui fait que justement, ça nous rend vachement ému quand ça s'arrête et qu'on a envie de recommencer. Moi, je sais pas si ça te fait pareil, mais moi, les stages, c'est devenu une drogue. Hein. J'adore. Ouais. J'ai besoin d'en organiser aussi plusieurs dans l'année. Qui sait, peut-être qu'on en fera un de ces quatre. Ce Parce serait qu'on bien se quand disait, même. ce serait génial qu'on collabore sur un truc. Ça demandera beaucoup de travail, je pense, et une grosse organisation, mais ça serait fantastique. Mais ouais, c'est vrai que c'est un truc, c'est inexplicable. Je vous invite tous à essayer voilà, pourquoi pas d'intégrer un des stages de Nouchka, parce que je sais qu'elle est très fun en plus, elle aime bien déconner, donc c'est des moments un petit peu uniques. Tout ce qui se passe dans les stages reste dans les stages. Ouais, Presque tout. vous n'avez pas besoin d'aller à Vegas, allez dans des stages Nutri-Trail. Exactement. Ça nous emmène à l'évolution, Nouch, parce que tu nous tends la perche depuis tout à l'heure et je te l'attends aussi par rapport aux réseaux sociaux. Grosse évolution aussi dans ta carrière. Tu viens de signer en agence, donc tu es représenté. Tout le travail que vous avez fait, parce que j'aime bien dire vous avec ton compagnon, sur le choix de vous développer, de développer ton image sur les réseaux. Voilà, il travaille activement avec toi aussi aujourd'hui, ce qui t'a permis de pouvoir avoir un flux beaucoup plus régulier, récurrent, Ouais. développer beaucoup plus de contenu, aller un petit peu dans tous les sens, donc développer ta patte aussi, hein, artistique, parce que on l'oublie, mais créer des contenus, c'est aussi avoir une patte artistique. Je sais que tu fais attention aux détails, aux couleurs, au feed et tout ça, mais c'est ce qui rend la page et les contenus très jolis. Je vous invite à la découvrir sur Instagram et sur YouTube, bien sûr, parce qu'elle lance sa chaîne. Tu nous parles de tout ça, cette évolution vers le côté digital, le fait qu'aujourd'hui, voilà, une agence te représente et que des marques te font confiance. Ouais, justement, mon compte Instagram s'est pas mal développé ces derniers mois. Je lance ma chaîne YouTube et en fait, dans le même but en fait qu'au tout départ, c'est-à-dire aider les gens, aider le plus de gens possible en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, l'agence, ça va me permettre de me faciliter un peu la tâche, l'accès à certaines collaborations peut-être et à certaines personnes aussi, parce que c'est une mise en contact aussi quand tu es dans une agence. C'est ça, c'est des rencontres. Donc le côté humain, c'est des opportunités professionnelles, le côté aussi financier, il faut en parler. On parlait de ça, c'est tout l'investissement aussi que tu peux avoir à la création de contenu qui commence à payer. Et puis des expériences. Tu me disais le côté spontané, le caractère de croquer la vie à pleines dents et d'essayer d'avoir des expériences assez folles. Tu me parlais du half marathon en Jordanie qui arrive bientôt. C'est un truc génial, ça aussi. Je sais que ça va me permettre de faire plein de choses que j'aurais pas pu faire seule, quoi. Ouais. C'est clair et net. C'est une grosse force, ça. Donc non, je suis hyper contente. En plus, je me sens hyper bien dans cette agence, même si ça fait que 1 mois quasiment. Ouais, c'est cool. J'ai été hyper bien accueillie. Et puis ça va me faciliter quand même la tâche. Déjà, ça va m'enlever une charge mentale. Ouais. Et puis d'un point de vue professionnel, ça va m'ouvrir des portes, je pense, quand même. Parce que ils ont l'accès à certaines choses que nous seuls on n'a pas, bien tout sûr. simplement. Donc je suis hyper curieuse de voir où ça va m'amener. Tu vois, un autre projet aussi, je commence à en parler parce que ça devient un peu plus concret. Je sais que je vais le faire. J'aimerais beaucoup faire un livre. Et je sais que pareil, ça va me faciliter aussi l'accès à la création de ce bouquin et pour toute l'édition, etc.
Donc voilà, j'aimerais écrire un livre sur la nutrition sportive. C'est génial. un de mes projets pour l'an prochain. Pour moi, quand tu réfléchis bien, c'est ton évolution naturelle. C'est-à-dire que les e-books, t'en as fait beaucoup. T'as développé tes contenus, tu les développes encore plus sur les réseaux sociaux. La prochaine étape, c'est évidemment le bouquin. C'est aussi une marque de développement personnel, médiatique aussi, un accès, comme tu le disais, à des maisons d'édition, à de la promotion, à du marketing qui fait en sorte que tu vas pouvoir encore développer et ton image et aussi diffuser la bonne parole de Nouchka, comme j'aime l'appeler. C'est donc des évolutions que tu recherches là prochainement. Ouais, tout à fait. C'est en fait tout simplement toucher le plus de monde possible. Okay. Parce que moi, il y a un truc que j'ai compris dans ma vie, c'est que je veux pas garder ce que je sais pour moi. Tu vois, je vais pas l'emporter avec moi, ça sert à rien. Autant donner le max d'infos aux Bien gens. sûr. Pour que derrière ça puisse être diffusé. Et c'est pour ça que j'ai créé ma formation aussi, pour former les diététiciens, les coachs, bref, tous les pros de santé et du sport en nutrition sportive. C'est parce que celui qui prétend pouvoir prendre en charge tout le monde a tort et que moi je ne peux pas aider tout le monde et je pourrais pas de toute façon. Donc je veux donner le max de mes connaissances pour que derrière les pros de santé soient bien formés et puissent accompagner au mieux les sportifs derrière. Donc ça c'est vraiment la mission que je me suis donnée finalement. Ouais. C'est de pouvoir moi en savoir le plus et puis donner le plus. Je veux pas garder pour moi. Tu vois, je vois sur les réseaux, là je parle des diètes parce que c'est mon domaine, t'as beaucoup de diètes qui se font la guerre sur les réseaux. Mais dans tous les domaines, il y a beaucoup de coachs qui se font la guerre sur les réseaux. Alors que je pense qu'on devrait tous se connecter, tous échanger, tous se donner nos connaissances parce que je pense que si on fait ces métiers justement de santé, etc., c'est pour aider les gens. Donc en fait on les aide pas si on leur permet pas d'avoir accès à l'info. Bien sûr, bien sûr. Et puis ta prochaine course? La préparation de ta prochaine course aussi dans les évolutions, c'est laquelle? Ma grosse course, je t'avoue que j'ai un petit peu peur de cette course. Donc je prépare le trail de Verbier-Saint-Bernard le 5 juillet prochain. Donc c'est un ultra trail de 140 km et 9300 de dénivelé positif. J'ai les deux genoux qui ont tremblé. Donc je fais pas la maline parce qu'il paraît que c'est un des trails les plus durs, mais j'essaye de me préparer au mieux. Ok. Et puis voilà, quoi, on verra. C'est pour quand ça? 5 juillet. Ah, waouh. Donc ça arrive, c'est dans un peu plus de 3 mois maintenant. Ok. Je t'avoue que ça passe vite. Ouais. Donc voilà mon gros objectif de cette année. Ça va être ça, la mission. Nouchka, j'ai tellement kiffé ce moment hors du temps. Moi aussi. J'ai trouvé ça chouette. Franchement génial. J'ai quand même toujours ma petite tradition. Alors je le fais pas avec tout le monde, ça dépend des gens, mais voilà, moi j'aime bien parce que ça crée toujours des trucs un peu chelous. Est-ce que tu as l'impression que... Enfin, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée. Tu me poses une colle là. Mais je pose cette colle-là à tout le monde et ça rend ce moment très chelou à la fin du podcast. Ouais. Et c'est pas grave. Oh là là, ou alors au contraire, tu as la sensation que on a été dans le détail, qu'on a creusé, qu'on a parlé de tout ça. Voilà. Tu sais, ça peut être des fois un truc très con, mais non, en même temps, je t'ai demandé ton plat préféré, je t'ai demandé ce que tu kiffais, je sais pas. Alors, peut-être une question que tu aurais pu me poser. Ah, vas-y, j'aime bien. Parce que moi, c'est un truc, j'y pense tous les jours, c'est est-ce que tu as peur de vieillir? Ok. Tu vois, c'est une question, parce que moi, j'angoisse énormément de ça, tu vois. Alors ça, c'est génial que tu dises ça, c'est que ça te fout les chocottes de le temps qui passe. Ouais, et en fait, je crois que j'y pense tous les jours. Je pense que j'aime tellement vivre et qu'en fait, je vois tellement le temps passer. Tu sais, en fait, souvent, quand je dis ça, les gens se foutent de ma gueule en mode « mais t'es jeune ». T'es le premier à me dire t'es jeune, machin. Mais en fait, ça m'angoisse vraiment. C'est-à-dire que je vois que maintenant, je suis plus... Mais putain, les gens vont se foutre de moi, mais je suis plus dans la phase où je grandis, je suis dans la phase où je vieillis, tu vois. Mais non, pourquoi? Bah si, à partir de 25 ans, tu vieillis. Parce que, oui, mais je pense que les personnes de 25 ans qui nous écoutent n'ont pas forcément eu la même vie que toi aussi. Tu sais, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. C'est la vie que tu as eue et que tu as eu la gentillesse de nous partager en toute humilité et en toute transparence dans ce podcast. Donc, moi, ce que je trouve magnifique dans ce que tu viens de me dire, je trouve que c'est un moment magnifique de finir le podcast là-dessus, c'est que ce par quoi tu es passé par toutes ces phases-là, et aujourd'hui, tu me dis, j'aime tellement vivre. Ouais. C'est super. Alors que je pensais vraiment pas que ce soit possible un jour, quoi. Moi, je pense que ne serait-ce qu'avec cette mentalité que tu as là, et tout ce que tu entreprends, tu vas profiter de chaque minute qui passe. Clairement. Et je te remercie du fond du cœur de m'avoir donné toutes ces minutes-là aujourd'hui, et j'espère que les auditeurs auront kiffé cet échange. En tout cas, moi, du fond du cœur, c'est
Voilà, je l'aurais fait même sans micro et je l'aurais fait sans rien parce que c'est un moment hors du temps. Donc merci encore beaucoup pour ce moment-là. Et bah, merci à toi pour ta confiance. À très bientôt. À bientôt. Je t'embrasse.